Bon, donc bienvenue à tous et à toutes dans ce podcast qui s'appelle Les Mentors de la Psy. Et aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de recevoir une collègue et amie, puisqu'on est en partenariat depuis maintenant un sacré nombre de temps. C'est Sophie Côté. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Ben, Et, merci beaucoup, Mehdi, de m'avoir invité. et je vais te présenter, et puis si je fais des erreurs, hein, tu me corrigeras. Ah, c'est devenu compliqué. Donc, si je regarde là, c'est parce que c'est pas je regarde mon Instagram, c'est que mes petites notes, elles sont là de temps en temps pour les questions. Donc, Sophie, donc tu es psychologue dans ton cabinet privé à Québec qui s'appelle Psychologie Momentum. Et donc, tu es aussi formatrice. Tu vas me dire de quelle université, de toute façon, on va parler de ta trajectoire, mais de quelle université tu es diplômé, etc. Mais en tout Mhm. cas, ce pourquoi tu es connu et reconnu aujourd'hui, c'est parce que tu es vraiment la pionnière de la diffusion de la thérapie de la cohérence dans le milieu francophone, mais pas que, aussi aux quatre coins du monde. Et dans ce cadre, tu as été aussi la première francophone certifiée de niveau avancé en thérapie de la cohérence, la première aussi francophone à être formatrice associée donc à l'Institut de psychologie de cohérence, l'institut officiel qui donne ces certifications. Et aussi, tu as été encore une fois la première qui a créé un institut qui s'appelle l'Institut de formation en reconsolidation thérapeutique de la mémoire et qui a été lui-même donc endossé par l'Institut officiel de psychologie et de thérapie de la cohérence et par Bruce Ecker, donc le concepteur de la thérapie de la cohérence. Et avec ton collègue, donc Pierre Cousineau, vous avez écrit deux livres que moi je considère en tout cas comme majeurs, donc certainement à l'avenir, parce qu'il faut toujours un petit temps pour que les informations se diffusent en psychologie, mais en tout cas en langue française et par des francophones. Donc je pense que ça aussi, ça rajoute une plus-value quand même à tout ce qu'on peut lire sur la thérapie de la cohérence et la reconsolidation. Donc ces deux livres s'appellent La reconsolidation thérapeutique de la mémoire, transformer les schémas avec la thérapie de la cohérence. Donc qui concerne vraiment ces deux thématiques. Et un peu plus précisément, avec Pierre, vous avez aussi écrit donc pratiquer la thérapie des schémas, transformer les modèles prédictifs avec la reconsolidation thérapeutique de la mémoire. On aura peut-être l'occasion de parler de ces deux ouvrages, mais je les mettrai en description pour les personnes qui sont intéressées. Je mettrai en description, voilà, de toute façon, tout ce dont je viens de parler. Parfait. Et enfin, c'est pas fini. Je t'ai fait une grande présentation, mais tu t'intéresses aussi très fort à l'éthologie et aux animaux, et tu es aussi pionnière dans en fait les applications de la reconsolidation thérapeutique de la mémoire chez les animaux, mais notamment chez les chevaux, puisque Mhm. tu as aussi créé Équin Communication, donc qui J'ai se... pas créé qu'en communication. D'accord, je pensais que tu Ah avais... non, non. Ça fait 25 ans que ça existe et qu'en communication, non, 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 non. Ça a été fondé par mon amie et collègue Sandy Letarte, qui est technicienne équine. Mais moi, je me suis joint à l'équipe par la suite pour apporter justement les explications neuroscientifiques sur pourquoi cette méthode qui avait été développée sur 20 ans fonctionnait et donnait les résultats et donne toujours les résultats qu'elle donne. Donc, non, non, il y avait déjà plus de 20 ans que Équin Communication existait. Super. Désolé Ouais. pour ça. Donc c'est Ah, super. pas de problème. Pas de problème. Donc, le but du podcast, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est souvent c'est de donner, notamment aux étudiants ou aux professionnels de la psychologie, peut-être des gens qui démarrent, un peu une idée des trajectoires en fait qu'on peut être poursuivis par des professionnels qui ont ensuite développé un peu, moi ce que j'appelle ça, c'est creuser un sillon, hein, qui ont un peu creusé un sillon et qui sont devenus un peu experts dans une pratique ou un domaine. Et je pense que ça manque un petit peu dans la formation des étudiants d'avoir un petit peu les trajectoires des personnes pour être un peu inspiré, savoir aussi peut-être par où commencer, par où aller, quoi faire, comment faire. Et Mm. puis, mais dans un partage qui se veut quand même spontané, on n'est pas dans un coaching d'étudiants, bien sûr. Et après, on parlera bien sûr des domaines de tes domaines d'expertise, on échangera autour de ça. Donc, justement, comme une des premières questions, c'était ton parcours universitaire, comment il s'est déroulé, où il s'est déroulé,
Désolé, une troisième question. Qu'est-ce qui t'a amené aux études de psychologie si c'est pas trop indiscret aussi? Ben, écoute, c'est vraiment un concours de circonstances qui m'y a amené. J'ai jamais, je dirais, pris la décision ou réfléchi bien à l'avance à ce parcours-là. Parce que dans le parcours scolaire au Québec, on a, bon, le primaire, ensuite ça dure 6 ans, on a 50 secondaires, après 2 ans de cégep, et puis après c'est l'université, donc le bac, la maîtrise, baccalauréat, maîtrise, doctorat. Et assez tôt, au secondaire, on doit commencer à faire des choix. Est-ce qu'on va plus vers les sciences pures, qu'on appelait à l'époque, ou on va plus vers les sciences humaines? Donc, on commence à faire des choix au niveau du niveau de mathématiques, les cours de chimie, les cours de physique, etc. Donc, faut choisir quand même assez tôt. Puis, j'avais des amis qui me racontaient ce que c'était de devoir faire les labos de chimie, les labos de physique et toutes les heures et etc. Et puis, je me voyais pas faire ce parcours-là. Donc, j'ai pris le chemin des sciences humaines. Et puis, les 2 ans de cégep, souvent, c'est 2 ans à moins qu'on veuille faire une technique. Mais c'est là pour explorer justement des divers cours, divers parcours et puis essayer de s'orienter comme ça. Et puis, j'ai eu des cours d'introduction à la psychologie. J'ai vu que c'est quelque chose dans lequel j'arrivais à bien suivre, à bien intégrer, etc. Ça piquait ma curiosité intellectuelle et tout ça. Et donc, j'ai pris la décision de poursuivre au niveau baccalauréat. Et puis voilà. Et puis à l'époque, au Québec, le Québec était la dernière province dans le Canada qui acceptait le niveau maîtrise pour le permis d'exercice. D'accord. Parce que le titre était protégé. L'acte est devenu protégé, l'acte de la psychothérapie est devenu protégé par la suite. Ça a été une grande victoire pour notre domaine, mais tu as des questions par rapport à ça, puis on pourra discuter de ça. Mais par contre, dès qu'on étudiait ou on poursuivait les études à l'extérieur du Québec, eh bien, il fallait poursuivre jusqu'au doctorat pour obtenir le permis et donc le titre. Et ben, ironiquement, ben, comme j'ai été prise à l'Université d'Ottawa, pour le doctorat, eh bien, j'ai carrément sauté la maîtrise parce que dans le reste du Canada, ben, comme la maîtrise n'était plus un niveau acceptable, elle avait été abolie du parcours de formation en psychologie. Ok. Alors si j'avais été choisie par une université dans le Québec, j'aurais fait maîtrise d'abord et puis ensuite je serais passée au doctorat. Mais comme j'ai été acceptée à l'Université d'Ottawa, ben ça a influencé mon parcours et j'en ai été honnêtement extrêmement reconnaissante par la suite parce que le programme universitaire, il s'est complètement mis à jour avec le reste du Canada quand on a au Québec aboli la maîtrise en psychologie et que le doctorat est devenu le niveau nécessaire pour l'obtention du permis. Ouais. Là, on a harmonisé les heures de stage, le nombre d'heures de stage à l'interne de l'université, à l'externe, les cours, etc. Mais j'étais dans les dernières années de ce régime-là, au moment où j'ai fait ma formation universitaire. Donc, j'ai vraiment bénéficié du programme de l'Université d'Ottawa avec des milliers d'heures combinées de stages à l'interne et à l'externe avec toutes sortes de populations et tout ça. Donc vraiment, ma formation, elle est vraiment, elle était très solide à l'époque. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié de pouvoir avoir accès à ça. Ok. Et Ottawa, c'est anglophone du coup, c'est une partie anglophone du C'est Canada. bilingue parce que c'est la capitale du Canada Ok. et ils se doivent d'être une université qui fonctionne selon les 2 langues officielles. Ok. Donc, non, j'avais des cours, j'avais des professeurs, j'avais des cours en anglais, mais j'avais le droit de remettre mes travaux écrits en français. Je crois que la seule exigence, c'est qu'il fallait que j'en remette un dans tout mon doctorat en anglais. Ok. Chouette. Donc, ouais.
Pour les C'est- auditeurs, du coup, pour qu'ils se fassent une idée, parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas les correspondances. Donc nous, en France, par exemple, on a ce qu'on appelle la licence, c'est bac plus, enfin c'est justement le certificat qu'on a à 18 ans, nous c'est le bac, alors que vous, le baccalauréat, c'est ce qui correspond, je pense, à notre licence, c'est 3 années Mhm. universitaires. Ouais. Ensuite, on a le stade du master, c'est bac plus 5. Et donc, c'est ce qui donne, nous, le titre de psychologue, c'est le master professionnel donc en psychologie. Et après, le doctorat, c'est bac plus 8. Donc, vous, c'est quoi, du coup? Si le baccalauréat, c'est 3 ans, et après, il y a... C'est 3 ans. Le baccalauréat en psychologie, c'est 3 ans. Et puis, si on est accepté au doctorat, parce que ça, c'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup moins de place. Là, à ce moment-là, ben, ça varie entre 5 et 8 ans. OK, Parce que, il faut faire les cours, mais il faut aussi faire la thèse avec le projet de recherche. Si on fait un PhD, on nous demande non pas un mémoire, mais on nous demande, c'est clinique, c'est recherche et intervention comme pour le PhD. OK, Et donc, il faut produire un projet de recherche, il faut le faire approuver, il faut le mener. Il peut se passer toutes sortes de choses avec le recrutement, etc. On doit défendre la thèse devant le comité, il faut trouver les membres du comité, etc. Et à l'époque, à l'Université d'Ottawa, en plus de ça, on devait faire un mémoire. Ils OK, appelaient ça le travail de synthèse. Moi, j'avais fait ça sur le débriefing suite à un événement traumatique, l'efficacité du débriefing. Il fallait que ce soit sur un sujet complètement à part de OK, notre thèse de doctorat et c'était défendu devant le comité aussi. Donc c'est pour ça, quand on est rapide, je dirais, quand tout va vraiment comme sur des roulettes, c'est à peu près 5 ans, un OK. doctorat. Mais ça peut facilement s'étirer jusqu'à 8 ans parce qu'il y a les stages, il y a l'année d'internat, on est à temps plein, etc. Donc voilà, c'est ce qui explique Ouais, cette durée. Donc, c'est beaucoup. Sinon, ben, pour les autres progressions, ben, baccalauréat, 3 ans souvent, des fois 4, après ça, 2 ans de maîtrise à peu près. Et puis ensuite, ben, le 5 à 8 ans de doctorat pour OK, un PhD. Mm. d'accord. Ouais. Donc, Et c'est un peu là, en termes de durée, les deux doctorats semblent à peu près, peuvent être à peu près identiques, du coup, c'est ça? ben, si tu comptes un plus 8, bac plus 8, ben, selon la progression française, il y a un 3 ans de différence. D'accord, ok. Oui, j'avais entendu souvent ouais, effectivement qu'un doctorat pour vous, c'était la moyenne, c'était quand même 6 ans. Mhm. Il faut souvent 6 ans environ quand même bien pour pouvoir valider tout ça. Ah oui, Justement, oui. ça faisait partie un peu des sujets du podcast qu'on souhaitait aborder sur les différences entre guillemets France-Québec en termes de Mhm. formation. Et là, ce dont tu parles quand même, tu sais, tu parles d'internat, tu parles d'accompagnement sur un projet qui est de recherche qui vous permet d'obtenir un PhD. Donc un PhD, pour les gens qui ne le savent pas, c'est vraiment un doctorat euh, qui vous donne vraiment le statut de docteur en psychologie et qui valide, entre guillemets, que vous savez mener une méthodologie de recherche et en tout cas que vous avez été dans cette démarche. Là où effectivement, nous, en tant que psychologue, le titre de psychologue ne nécessite pas forcément d'avoir en tout cas dans toutes les branches de la psychologie en France, maîtriser les outils de la recherche, la statistique, même s'il y a des cours hein, de statistique, c'est pas tous les mémoires qui vont introduire un échantillonnage, une étude quantitative, des analyses statistiques, etc. Donc c'est que la démarche scientifique, déjà, elle a l'air un petit peu, elle a l'air peut-être un petit peu différente entre nos deux pays. T'en penses quoi de ce que Oui, tu... ben, il y a 3 parcours. Il y a 3 parcours parce qu'avec l'ajustement qui s'est fait une fois que le doctorat est devenu obligatoire, il fallait quand même respecter les gens qui n'avaient pas du tout de visée académique, par Ok, exemple, et qui n'étaient pas intéressés à faire une thèse de doctorat de recherche. Et donc, on a 3 parcours. Il y a le parcours neuropsy. Et ça, c'est vraiment un doctorat qui est à part. Et il y a des actes neuropsy, notamment le diagnostic d'un déficit. ok, Ça, c'est un acte réservé au titre de neuropsychologue. Et il faut avoir fait son cursus en neuropsychologie ou l'équivalent après coup pour avoir accès à ce titre-là. ok. Et puis ensuite, il y a le parcours que j'ai fait, le PhD recherche-intervention où là, on est vraiment formé sur les 2 plans. Et si on le souhaite, on pourrait continuer vers une carrière académique.
Et puis ensuite, il y a le PsyD. Et là, le PsyD, le contenu est beaucoup plus adapté à des psychologues qui veulent faire un doctorat, mais qui se dirigent vers la pratique de la psychothérapie. Ok. Et c'est ça qui les intéresse, que ce soit au public ou que ce soit au privé, c'est vraiment leur parcours. Et donc, on ne demande pas un projet de thèse aussi poussé que pour le PhD. Donc, c'est quand même de niveau doctoral, Ok. on s'entend. Mais le cursus est différent. Et puis justement, ben, le titre est différent au niveau de ses appellations. Neuropsychologue, PhD neuropsy. PhD tout court comme moi, PhD psychologue ou PsyD psychologue. Ok. Ah, c'est intéressant. Mhm. Et t'en penses quoi justement de cette façon de procéder, toi avec le recul maintenant? Ben, c'est que on le sait, notre domaine est tellement polyvalent, même en étant refusé à la limite au doctorat, par exemple, si le goulot d'étranglement ne va pas en notre faveur. On m'avait déjà dit, mais c'est un chiffre arrondi, approximatif, mais qu'on pouvait faire à peu près 150 carrières différentes avec un baccalauréat en psychologie ou une formation en psychologie. Et pour ce qui est de mon parcours, on le voit très, très bien, vu d'où je suis partie et ce que je fais concrètement maintenant, et de voir que quand même, la totalité ou presque de mon parcours m'a aidé à ça et m'aide encore aujourd'hui à fonctionner professionnellement et réfléchir professionnellement. On voit à quel point c'est flexible et polyvalent. Ok. Donc, d'avoir comme ça des façons de se spécialiser et d'organiser un peu les grandes branches du domaine et de faire des parcours universitaires correspondants, moi, je pense que c'est excellent. Par ailleurs, des neuropsys qui souhaitent apprendre la psychothérapie. Moi, je me souviens à l'époque, des fois, il nous arrivait dans un cours, par exemple, sur le trauma, on faisait un peu de jeu de rôle, etc. On voyait très, très bien et ils le savaient qu'ils n'avaient pas la formation, mais ils peuvent aller se chercher en supplément cette formation pour pratiquer la psychothérapie s'ils sont intéressés à combiner, etc. Donc, c'est toujours possible après d'ajuster le cursus en conséquence. Mais je pense que c'est bien vu à quel point notre domaine est vaste et permet de faire des carrières, euh, des chemins de carrière variés. C'est bien que la formation académique le reflète également. Et pour Mm. ce qui est de la partie là dont tu parles, psy-D, Oui. euh, qui je pense correspond nous à notre cursus qu'on appellerait psychoclinique, à mon avis hein, en France, est-ce que, tu sais, je parle beaucoup de ça en ce moment dans les petits réels, etc., sur les réseaux sociaux, mais de en tout cas l'impact qu'a eu et qu'a encore l'approche psychanalytique de manière un peu doctrinaire dans les parcours de psychoclinique. Vous, au Québec, justement, comment ça a évolué? Est-ce qu'il n'y a même pas d'évolution à discuter? Parce que dès le départ, la psychoclinique, pour vous, ça recouvre beaucoup plus de choses. Donc, ces fameux psy-D, par exemple, est-ce qu'ils ont une formation de la psychologie qui se veut quand même valide et scientifique, ou ça peut quand même aller piocher dans des choses qui sont un peu moins validées scientifiquement? Ben, et un peu moins validé scientifiquement, je dirais que non, étant donné que les universités en Amérique du Nord ont quand même des orientations assez tranchées. C'est que les départements de psychologie vont avoir une forte tendance TCC, ou bien dans une autre université, une forte tendance psychodynamique, pas psychanalytique, mais plus psychodynamique. Euh, dans l'université d'Ottawa où j'étais, lors de mon passage, il y avait un enseignant, un professeur qui était humaniste existentiel, et puis c'était un extraterrestre dans l'université. Tout le reste était très, très fortement orienté TCC. Ok, Quand j'ai fait mon internat à Montréal, c'est un milieu un peu particulier, l'hôpital où j'ai fait, et puis ensuite j'ai travaillé pendant 7 ans dans cet hôpital. Puis il y avait vraiment un clivage. C'est qu'il y avait vraiment les TCC, puis littéralement, on était à l'époque,
c'était le golden age de la psychologie dans ce grand hôpital qui regroupait trois hôpitaux, en fait. Et puis littéralement, on était 42. Et puis je me souviens, il y avait une grande table ovale pour les rencontres de service. Et puis il y avait les psychodynamiciens et une ou deux psychologues assez âgés, psychanalystes, d'un côté de la table, et il y avait les TCC en face. Et puis, il y avait le chef de service à un bout, et puis, bon, je dirais les indécis, les deux, trois indécis à l'autre bout de la table. Mais c'était deux camps et c'était pas joli toute la confrontation qu'il y avait entre ces camps-là qui s'entre-attaquaient bien souvent et c'était un peu comme des partis politiques si on veut. On appartenait à un clan ou on appartenait à l'autre et puis les pratiques dites intégratives existaient beaucoup moins qu'elles existent maintenant. Et les universités sont quand même des gros bateaux à tourner. Donc, il y a peut-être une dizaine d'années, un peu plus de, peut-être 15 ans, j'avais assisté à la soutenance de thèse d'un finissant en psychologie que je supervisais. Et sa directrice de thèse, qui était très reconnue en neurosciences, elle avait voulu lancer un projet de recherche sur la pratique de la pleine conscience chez les personnes âgées. Elle avait fait rire d'elle au département. Elle avait rencontré, et ça faisait à peu près 15 ans qu'on intégrait la pleine conscience. Ça faisait longtemps qu'on avait fait le tournant troisième vague, mais l'université était encore très TCC deuxième vague. Il y avait Robert Ladouceur, Michel Dugas qui étaient passés par là. Donc, on était très TCC, intolérance à l'incertitude cette année là-bas. Donc, on était vraiment encore à rattraper le retard sur la transition vers la troisième vague. Euh, donc, ces changements-là peuvent être quand même assez lents à se faire. Je pense pas que ce serait le même discours aujourd'hui, mais on voit que on reste quand même assez attaché à ces choses-là. Bon, ça change étant donné que l'automne dernier, j'ai donné un cours sur la thérapie de la cohérence à l'Université de Sherbrooke dans un programme PsyD pour des psychologues en exercice. Donc, c'est sûr que oui, ça avance. Il y a des universités qui sont plus ouvertes que d'autres. Mais je dirais, bon, pour ce qui est, par exemple, de l'Ordre des psychologues du Québec, les quatre approches officiellement reconnues sont encore seulement psychodynamique, thérapie cognitive comportementale, humaniste, existentielle, et puis la thérapie systémique. Avec, bon, on peut cocher dans nos compétences le MDR, mais quand on sait qu'il y a 400 systèmes maintenant à peu près de psychothérapie, quand Internet s'est développé et tout ça, on a vu une explosion des approches en psychologie. Ben voilà, c'est ce qui est officiellement reconnu par mon ordre professionnel, mais on s'entend que rares sont les personnes qui se confinent seulement à une de ces catégories. Ouais. Et puis ça, j'ai préparé justement un nouveau réel à ce sujet sur l'approche psychodynamique parce que, en tout cas en France, je crois qu'il y a une grande confusion entre psychanalyse et psychodynamique. Là où psychodynamique, pour moi en tout cas, ça reprend vraiment, ça peut reprendre des outils des concepts, des outils de la systémie, mais de la théorie de l'attachement, de tout ce qui va être anthropologie, phénoménologie finalement. Là où en France, il y a encore cette confusion, voire presque cette juxtaposition psychanalyse, psychodynamique. Alors des fois, quand on veut pas dire psychanalyse, on va psychodynamique devant, mais quand on creuse, soit la personne fait vraiment de la psychanalyse, enfin, rester entre guillemets coincé dans la psychanalyse et uniquement dans cette capsule de la psychanalyse, soit en réalité, elle va dire je fais de la psychodynamique d'inspiration analytique. Alors effectivement, elle va parler parfois de concepts psychanalytiques, mais derrière, en fait, ce qu'elle va y mettre dans la pratique clinique, c'est plutôt les théories de l'attachement, le constructivisme, l'anthropologie, la phénoménologie. Donc c'est vrai que c'est, ça mérite encore une grande clarification, là où je crois qu'en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus clair quand même que ce qui est psychodynamique. La psychanalyse, ça en fait, c'est une petite couche, une petite partie de tout ce qu'on appelle psychodynamique, ou pas? Ah oui, oui, je pense que c'est pas mon approche, mais je pense que ça fait longtemps que c'est très marginal.
d'être vraiment en psychanalyse, c'est très, très marginal. Pas psychodynamique. Comme j'ai dit, il y a même des programmes universitaires ou des universités qui penchent un peu plus. Si on veut faire son doctorat en approche psychodynamique, il y a des universités où il faut essayer de rentrer pour faire ça. Je pense à Montréal, entre autres. Mais je dirais que la majorité écrasante reste au niveau de la TCC, Ok. ouais, Mais qui a même été dérivée. donc les fameux psydés qui étudient beaucoup la psychodynamique se sont quand même désolidarisés du concept de psychanalyse quand même. C'est deux choses bien séparées. C'est mon impression. Ok. C'était comme ça, du moins, quand j'ai étudié. Non, c'est intéressant en tout cas. C'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres choses qui se passent dans d'autres pays. Hmm. Ok. Et du coup, c'était quoi ton parcours justement en doctorat? Sur quoi tu as étudié initialement? Ben, même chose, hein, étant donné que c'est tellement contingenté qu'on est juste content d'être pris. Après, on se plie un peu au thème du labo dans lequel on est accepté. Donc, moi, c'était un laboratoire dirigé par le docteur Stéphane Bouchard qui avait étudié, lui, pendant son doctorat, la télépsychothérapie. Donc, c'est même depuis les années 90. Donc, il était très familier avec tout ça, mais était en train de se développer tout le domaine de la cyberpsychologie, donc les interventions faites à l'aide de la réalité virtuelle. Ok, Alors, c'est ça, j'ai fait la première thèse de doctorat au Canada sur l'usage de la réalité virtuelle pour l'exposition in vivo. génial. Et, et donc, le labo, à l'époque, étudiait, c'est-à-dire les phobies. Donc, on avait la claustrophobie, l'acrophobie, l'arachnophobie. Et donc, pour mon doctorat, on s'est centré un peu plus sur l'arachnophobie et l'exposition in vivo et ce qu'on appelle maintenant l'exposition in virtuo pour aller voir les mécanismes d'efficacité derrière l'exposition, étant donné qu'on savait que l'exposition in virtuo bien faite était aussi efficace que in vivo. Et c'était quand même assez pratique de pouvoir contrôler les environnements virtuels et tout Oui. ça. Et donc, là, étant donné qu'on comprenait mal les mécanismes d'efficacité derrière l'exposition in vivo de toute façon, ben, on a ajouté ce volet fondamental au volet clinique dans le projet de recherche. Et il s'en est fallu de très peu pour que je tombe sur la reconsolidation de la mémoire à ce moment-là, mais ça commençait à peine à sortir dans la recherche et dans nos hypothèses de recherche, on était beaucoup plus sur le sentiment d'efficacité personnelle comme mécanisme d'efficacité. Mais on avait cherché à mesurer justement cette notion-là de est-ce que le sens de l'araignée change pour la personne ou est-ce qu'on lui apprend un comportement d'approche par-dessus un comportement d'évitement? Qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement? Et donc, c'est ça, on avait cherché avec les hypothèses dont on disposait à l'époque, et puis ben voilà, c'était juste au moment où la littérature commençait à sortir sur la reconsolidation de la mémoire. Ok, hyper intéressant. Et donc Mhm. après, quoi, après, il se passe quoi du coup pour toi après le doctorat? Tu commences à bosser en institution au début? Oui, oui, oui. Donc, j'avais fait mon internat en obstétrique, obstétrique gynécologie. J'avais fait une majeure en obstétrique gynécologie et dans le même établissement, j'avais fait une mineure en oncopsychologie. Ok, Et moi, je suis parfaitement à mon aise dans le milieu hospitalier. Pour moi, ça, on est fait pour ça ou on n'est pas fait pour ça. C'est absolument OK. Puis on n'est pas fait pour tous les départements dans l'hôpital non plus. Donc, la coordonnatrice des practicums, elle avait eu la sagesse d'entrée de jeu de me demander est-ce qu'il y a des départements dans lesquels tu ne veux pas travailler? Parce que c'est ça, quand on est à sa place, c'est merveilleux, mais quand on n'est pas à sa place, c'est
c'est pas optimal du tout. Donc, j'ai été engagée par cet hôpital et j'y ai fait 7 ans donc aux psychologies dans différents départements, donc avec différents sites tumoraux, ce qui veut dire des réalités quand même assez radicalement différentes pour les patients parce que c'est pas le même cancer. Ouais. Donc, c'est pas les mêmes réalités au niveau des interventions médicales, au niveau des soins, au niveau de la rémission, au niveau du pronostic, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé le travail en milieu hospitalier où j'ai tout simplement appliqué la TCC deuxième vague que j'avais apprise à l'université. Et c'était, comme je l'ai dit, c'est ça. Euh, les gens qui étaient en psychodynamique étaient beaucoup dans le département de psychiatrie. Et je pense que c'est encore comme ça. Les psychiatres ce centre hospitalier, du moins à l'époque, était vraiment d'approche psychanalytique ou psychodynamique. Donc, il y avait un courant très, 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 très fort dans cette section-là de l'hôpital. Mais pour ce qui est des autres qui étaient sur le département pour le VIH, le diabète, les grands brûlés, les soins intensifs, etc., ben là, on se retrouvait plus avec des gens, la cardio, etc. Donc là, on était plus avec des gens d'approche TCC. Donc, je dirais que c'était la réalité de la majorité de mes collègues. Et puis, ben, éventuellement, la TCC troisième vague a commencé à faire son apparition. Mais bon, à l'époque, donc j'ai pu faire un peu de recherche même parce que dans les départements d'oncologie, il y a un système de gradation, si on veut, des hôpitaux qui s'est mis en place et puis il fallait cocher certaines cases. Et puis une de ces cases-là, c'était d'avoir un psychologue PhD sur l'équipe qui faisait des projets de recherche. Donc, du jour au lendemain, comme ça, on a dû, en plus des étudiants, des stagiaires qu'on recevait, euh, on devait aussi mener des projets de recherche à l'intérieur de l'hôpital, etc. Donc, faire approuver par le comité d'éthique et tout ça. Donc, comme j'ai dit, mes études m'avaient bien préparé pour faire ça Mm. et remplir ces exigences-là. Et éventuellement, ben, c'est ça, j'ai réalisé que même si j'aimais beaucoup le travail au public, j'avais pas la liberté que je pouvais avoir au niveau du privé, que ce soit mon horaire de travail ou ma façon de travailler, etc. Parce qu'il faut comprendre que en milieu hospitalier, on ne peut pas suivre les patients comme on veut. Si les patients ne sont plus en suivi actif, on ne peut pas les suivre, etc. C'est pas toujours de la psychothérapie qu'on fait, c'est beaucoup de soutien, c'est beaucoup de résolution de problèmes, etc. Donc, notre mandat est différent à ce niveau-là quand on est dans le médical. Mm. Donc, j'ai réfléchi et puis j'ai conclu que le privé allait me donner, donc en libéral pour les Européens, ça allait me donner la flexibilité qui s'alignerait un peu mieux avec mes préférences et puis mon profil. Et puis, effectivement, ça s'est avéré une excellente décision. Ouais. En, J'imagine qu'en psycho de la santé, enfin, nous on appelle ça psycho de la santé, tu sais, ce fait de s'occuper bah, de personnes qui ont particulièrement des troubles somatiques à l'hôpital, souvent ils sont en phase assez aiguë. J'imagine quand même qu'avoir des approches un peu correctives, ça doit être apprécié. C'est-à-dire que le fait d'avoir un petit tips comme ça, le patient peut repartir avec une petite technique, avec une autre vision des choses et très concret, tu vois. J'imagine quand même que ça doit être intéressant pour ce public-là. Enfin, Tout à fait. ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Dépendant du département dans lequel on est. Mm. Euh, Quand on est dans des suivis de grossesse, on a quand même plusieurs mois de suivi. Quand on est dans des suivis pour l'oncologie, comme moi, ben, on se retrouve souvent avec des suivis un an et demi, Oui. le temps, ben, le diagnostic, la chirurgie, la chimio, la radio, la rémission et tout ça. Donc, tant que le patient est en suivi actif, on peut le voir. Donc, c'est pas que l'hospice qu'on voit. Même si on en voit, effectivement, post-op, etc., il peut se passer toutes sortes de choses.
Mais dépendant de la réalité médicale de nos patients, des fois, ça nous offre, entre guillemets, le luxe de faire des suivis un peu plus longs. Ouais. Et donc, si j'avais été formée comme je le suis aujourd'hui, ben, je me serais permis définitivement d'aller creuser un peu plus loin avec ces patients pour aller offrir une intervention plus en profondeur. Oui. Oui, Oui, définitivement. j'imagine. Ouais, c'est vrai que sur toutes les questions, comme tu dis, ouais, de grossesse ou même de fertilité, d'infertilité, de maladies chroniques, on a des patients suivis sur le long terme, l'impact que la maladie a sur eux ou les différentes annonces ou étapes est aussi souvent relié à leur possibilité, enfin, de se connecter à des ressources internes, avoir accès à des ressources externes, donc avec tout ce dont on va parler tout à l'heure, j'imagine, sur la thérapie de la cohérence notamment, mais ouais, carrément. Tout à fait. Justement, qu'est-ce qui t'a alors amené, comment tu en es arrivé? Donc, tu es passé par la TCC, de la recherche autour de vraiment des phobies, de la phobie et puis en virtuel ou in vivo. Mm. Nous, ce qu'on appelle un parcours un peu plus en psycho de la santé, mais toujours quand même avec un registre TCC. Alors, qu'est-ce qui Mhm. t'a mené petit à petit vers la thérapie de la cohérence ou est-ce qu'il y a eu une transition entre-temps? Est-ce qu'il y a eu d'autres approches que tu as étudiées ou, Ben, en fait, je sais plus trop, j'ai pas souvenir de comment j'en suis arrivée à faire la transition vers la troisième vague, mais j'imagine que c'est un peu comme tout le monde, c'est que le piège du bonheur, Act Made Simple, donc tout le matériel de Rossaris finalement. Donc, on avait des gens quand même très actifs et qui sont encore très actifs au Québec. En acte, hein, quand on pense à Benjamin Schendorf, c'est un incontournable. Donc, tout ce qu'ils ont mis en place, Benjamin et tous les gens qui gravitent autour de Benjamin. Il y a Frédéric Dionne aussi, que tu connais. Avec l'IFTCC, l'Institut de formation en thérapie cognitive comportementale, qui a vraiment été extrêmement active au niveau de la formation et tout ça depuis le début. Euh, donc, l'information est arrivée à moi et puis j'étais très heureuse de faire cette transition vers des pratiques vraiment plus hygiène psychologique, dépathologisation des émotions, des pensées, etc. Donc, ça a été un peu, je dirais, comme de défaire les lacets d'un corset, hein? De faire la transition. Il y avait quelque chose qui se mettait à respirer. Beaucoup plus librement avec la troisième vague. Donc, c'était vraiment rafraîchissant. Donc, j'ai sauté à pieds joints dans la troisième vague. Et puis, pendant un an et demi, j'ai vraiment pratiqué et j'ai été avocate de cette structure de thérapie tout à fait. Et ça a changé ma pratique au libéral. J'étais vraiment dans ces méthodes-là. Sauf que de s'intéresser justement à la pratique de la pleine conscience. Hein. C'était l'époque où il y avait cet essor avec Christophe André, John Kabat-Zinn et tout ça. Donc, c'était le plein essor de la pleine conscience. Et donc, j'ai regardé du côté de Rick Hansen, le neuropsychologue qui a fait beaucoup du côté de Dan Siegel aussi, deux incontournables du sujet. Et avec l'autocompassion et la pleine conscience, et bon, ben, comme on le sait, Rick Hansen et Dan Siegel s'intéressent énormément à l'impact de ces techniques-là sur le cerveau et sur le système nerveux. Et donc, c'est là où ma marotte est revenue. Ça m'avait jamais quitté. Et puis là, c'est un peu comme si ça m'avait remis les yeux en face des trous parce que je me suis tout de suite penchée sur, bon, ben, l'hexaflex, quel impact ça a exactement sur le cerveau, qu'est-ce qu'on comprend de ça. Donc, j'ai fait une petite présentation à la journée scientifique de la FSCC, donc animée par Benjamin Schendorf, à l'époque et peut-être encore aujourd'hui. Et je me souviens, c'est là où j'ai croisé le chemin de Pierre Cousineau, qui était là assis en avant. Et puis, il y avait le fameux exercice de Dan Siegel pour
illustrer la rigidité versus le chaos. Et puis, il faut faire chanter les gens sur une note ou faire chanter tout le monde sur des notes différentes. Donc, c'est un petit exercice. Puis, donc, j'avais attiré l'attention de Pierre à ce moment-là. Et on voyait l'intérêt des gens pour ce sujet-là. Quand j'avais présenté sur l'Hexaflex et puis le cerveau, j'avais 15 personnes après, quand je m'étais rassise à ma place, j'avais 15 personnes autour de moi qui me posaient des questions de suivi, qui voulaient en savoir plus, etc. Et quelques mois plus tard, Pierre et moi assistons à une journée d'atelier avec Christine Neff sur l'autocompassion. Et dans l'avant-midi, ben voilà, je me rendais au WC, lui il en sortait, on s'est croisés, et puis comme il avait enregistré que j'avais fait ma thèse de doctorat sur les mécanismes d'efficacité de l'exposition in vivo, avec sa curiosité naturelle, il me demande ben, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Puis j'essayais de peine et de misère de compléter la formation d'IPNB avec Dan Siegel. Ok, Euh, ouais, Interpersonal Neurobiology. ok. Et c'était assez ardu, en fait. C'était assez comme contenu et la façon dont c'était fait cette formation-là et tout ça. Puis je lui disais que bon, c'était un peu barbant, mais j'essayais de passer au travers, etc. Puis il m'a dit, ah ben, laisse faire tout ça, lis ça à la place. Et tu m'en redonneras des nouvelles. Et le ça, ben, c'était déverrouiller le cerveau émotionnel de Bruce Ecker, Robin Tissick et puis Laurel Hawley. Et je partais 2 semaines en voyage à l'époque. Et puis pendant le voyage, j'ai lu le livre. Et puis au retour, j'ai arrêté de pratiquer la TCC. Mais moi, je suis comme ça. Donc, si je trouve quelque chose qui Ouais. tombe exactement dans ce que je cherche et qui me semble plus intéressant cliniquement, je suis absolument prête à laisser de côté tout ce que j'avais dans le sac à dos jusqu'à présent. Donc, c'est ce qui est arrivé. Ça, je crois que c'est hyper important de s'y arrêter. À la fois, je trouve ça intéressant dans ta trajectoire, mais aussi pour des étudiants ou des professionnels, c'est là, ce qu'on voit en tout cas dans ton parcours, c'est l'intérêt quand même pour la science, les neurosciences et la science, mais aussi donc l'intérêt pour le domaine de la psychologie, de découvrir, de comprendre les choses, d'aller plus en profondeur. Et ça nous amène nécessairement à lâcher en fait aussi, ou en tout cas, pas forcément toujours, mais en tout cas à remettre en question, à voir les limites, en tout cas, de certaines choses qu'on a apprises. Et ça, je trouve que enfin, moi, en tout cas, je sais pas, toi, tu vas me dire ce qui te... T'as beaucoup utilisé le mot, ça me titille, etc. Moi, je crois que ce qui me sauve, c'est la curiosité. C'est-à-dire que moi, je déteste m'ennuyer, et honnêtement, je le dis souvent d'ailleurs en formation, si j'avais pas découvert la thérapie de la cohérence, fort probablement que j'aurais peut-être arrêté d'être psychologue ou j'aurais vraiment fait quelque chose complètement différent dans la psychologie, mais j'aurais arrêté la pratique de la psychothérapie parce que je trouvais rien que je trouvais stimulant intellectuellement en termes de concepts théoriques, de compréhension et puis après de pratique clinique. Toi, tu Mhm. penses que c'est quoi? C'est quel facteur aussi qui fait que effectivement, voilà, tu passes de deuxième vague à troisième vague, puis après, donc tu vas vers autre chose encore et puis tu découvres encore autre chose. C'est quoi, ton avis, peut-être un facteur plus personnel qui fait que toi, c'est évident, tu vois, de passer d'un truc à l'autre et de pas rester sur... Ben, c'est que plus les connaissances avancent, plus on peut affiner notre travail. Et plus on affine, plus on est à la fine pointe de ce qu'on peut faire en psychothérapie, ben, plus on contribue à soulager les gens de ce qui les afflige. Et moi, c'est vraiment dans un esprit de soin et de donner toujours le meilleur soin possible et de pouvoir l'offrir aux patients. Mm, Que je suis toujours ouverte et à l'affût de ah, il y a un truc qui permettrait de débloquer tel truc qui est difficile à faire. Eh bien, ça m'intéresse, j'ai envie de regarder, j'ai envie de voir ce que ça vaut, j'ai envie de l'essayer, d'expérimenter, etc.
pour toujours, toujours arriver à aller plus loin, plus vite, plus haut, plus loin cliniquement, mais pour vraiment aller débloquer ces blocages et de pouvoir libérer les gens de ce qui les afflige. Et c'est vraiment ça l'intérêt, c'est d'aller résoudre, d'aller débloquer les choses euh, c'est ça que les gens puissent laisser ça derrière eux, passer à autre chose, être mieux dans leur peau, mais réellement. Ok. Pas juste, justement, gérer, mais vraiment régler. Alors, tout ce qui permet de mieux faire ça est intéressant. Ouais, mais avec, je trouve, la particularité, si je peux me permettre, après tu me corrigeras, hein, c'est parce que je vais parler de toi, mais en tout cas, ce que je trouve très inspirant chez toi et dans ton parcours et dans ta pratique, etc., c'est, oui, en tout cas, euh, en mettant de côté l'aspect soin, parce que bien évidemment, je l'ai pas cité, mais c'est une motivation aussi pour moi, mais c'est aussi je trouve, c'est ton aptitude à être hyper curieuse, enfin, en tout cas, à aller découvrir des choses, mais toujours de garder un œil ultra critique. Et je trouve que c'est ça qui fait, non, mais tu vois, parce que euh, je le dis aussi pour les étudiants et les professionnels ou les jeunes professionnels qui vont nous regarder, on peut être très, je parle beaucoup de l'EMDR à ce sujet, tu vois, on peut être très séduit par quelque chose qui en fait revêt des significations théoriques ou scientifiques qui sont explicables et qui sont pas forcément reliées au label qu'on veut nous faire vendre ou, tu vois, ou qui veut nous séduire. Et je trouve que c'est ça qui est frappant, tu vois, aussi dans ton parcours à toi, c'est que il y a cette curiosité, il y a ce truc, ben, je veux aller fouiller, je veux comprendre, etc. Mais c'est jamais dans un truc où tu vas être séduite et comment dire, séduite par du vent, tu vois, par de la magie sous les yeux. C'est non, je veux comprendre Eh oui. scientifiquement qu'est-ce qui se passe. Et, Eh, et effectivement, enfin, quand tu m'as formé à la thérapie de la cohérence, c'est comme si, pareil, vraiment, enfin, une porte s'ouvrait pour moi, parce qu'à la fois, ça demeurait structuré en termes de compréhension, concept et pratique, mais aussi, comment dire, ça me permettait d'aller explorer des choses qui me semblaient difficiles à explorer quand on fait juste de la TCC et même de la troisième vague, en fait. ah oui. L'histoire de vie de la personne. C'est comme si je sentais qu'il y avait des choses qui impactaient les symptômes actuels. Tu sais, quand on fait une analyse fonctionnelle qu'on appelle, je crois, diachronique, ou oui, diachronique, c'est l'analyse, tu sais, où c'est quoi les premières fois où la personne a eu son symptôme, tu sais, quand on Mhm. fait en Mhm. TCC. Et souvent, ça me marquait quand je faisais mon diplôme universitaire en TCC, de voir qu'à chaque fois, il y avait quand même une histoire un petit peu, pas toujours, mais en tout cas, il y avait quand même des éléments développementaux qui pouvaient expliquer que la personne allait ce type de cognition ou de comportement ou d'émotion, mais sans qu'on aille vraiment chercher à fouiller ça. Et, Mhm. euh, et c'est vrai que là, en thérapie de la cohérence, c'est comme si on avait enfin, via la notion de construit, via toutes ces notions-là, on pouvait enfin mettre, enfin, en tout cas, moi, je pouvais enfin mettre le doigt sur quelque chose qui me semblait quand même tenir la route à la fois sur le plan clinique et scientifique. Donc, mais je sais que toi, tu t'es pas arrêté. Enfin, moi, je pense que j'ai été un petit peu plus, un tantinet plus monomaniaque que toi, parce que toi, je sais que tu as quand même, t'as une exploration quand même assez, assez volumineuse de beaucoup de choses en psychologie et en psychothérapie. Je me souviens, le nombre de fois on s'est vu, je le dis avec plaisir que tu m'as supervisé pendant plus d'un an, mais à chaque fois, tu m'as fait découvrir des choses que je connaissais pas et je me trouve quand même moins curieux que toi, justement, sur cette possibilité, tu vois, d'aller toujours aller chercher à droite, à gauche, et avec une évaluation quand même qui reste scientifique, quoi, qui Ah, reste. ça, je peux pas m'en empêcher. Ça, vraiment, effectivement, ça fait partie de ma personnalité. Littéralement, littéralement. Donc, c'est même sorti sur mon test de Rorschach. Parce que dans mon stage en neurotraumatologie, ça, j'ai adoré ça. Mes 8 mois en neurotraumatologie, ça fait partie de mes moments préférés de ma formation. Parce que c'est complètement autre chose, justement, ce type de travail-là.
Mm. Et le neuropsychologue qui me formait, lui, il nous formait en nous faisant passer les tests. Donc, j'ai passé un Rorschach pour me faire expliquer le Rorschach. Et puis, c'était ça qui était sorti, justement, le créatif et, ah, mais avec le regard critique sur la réalité. Donc, c'est ensemble. Ça va ensemble. C'est vraiment main dans la main. Parce que oui, c'est bien de voir des trucs qui marchent, mais je veux savoir comment ça marche, pourquoi ça marche, parce que ça fait toute la différence, comme tu le sais. Et moi, ça, c'est mon cheval de bataille, que vraiment les psychologues et tous les thérapeutes, vraiment, dans toutes les déclinaisons de soins qu'on peut donner, qu'ils puissent comprendre ce qu'ils font, qu'ils puissent vraiment éviter de se retrouver en double aveugle par rapport à ce qu'ils font. Le patient n'a pas besoin d'avoir une compréhension approfondie de ce qui se passe, à moins que vraiment ça le sécurise, Mm. OK? Ou que ça soit intéressant intellectuellement pour lui. C'est une nourriture intellectuelle, il n'y a pas de mal à ça. Mais pour celui qui donne le soin, c'est vraiment extrêmement important de comprendre comment la voiture fonctionne, d'avoir ouvert le capot, de comprendre les différentes composantes, Mm. de pouvoir refaire un moteur, désassembler puis réassembler le moteur. C'est Mm. important. OK? Parce que c'est censé vraiment être notre expertise au niveau où on est, au niveau de formation qu'on a. Ça me semble très, très important. Parce que sinon, on fait de l'à peu près. Et c'est là où il y a des carrefours au niveau clinique où ça va être un coup de dé. On va prendre à gauche, on va prendre à droite. Et puis après, ce sont des accidents heureux qui font qu'on atteint une certaine efficacité thérapeutique. Et moi, vraiment, je supporte pas ça. Et puis, le moment d'ailleurs où j'ai eu ce déclic, je ne sais pas exactement quand je l'ai eu, mais c'était au début de mes premières années avec la reconsolidation de la mémoire, mais vraiment d'avoir ce moment de lucidité où je me rends compte qu'en fait, quand on applique un protocole d'exposition in vivo, OK, c'est quand même un classique en psychothérapie de faire de l'exposition graduelle in vivo, hein, tant chez l'humain que chez l'animal. Ça fait longtemps, des décennies qu'on fait ça. Mais en fait, quand applique un protocole comme ça, si on ne s'intéresse pas, mais de manière précise et rigoureuse, à ce qu'on fait vivre au système nerveux du patient, on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire. Mm. Et le protocole lui-même ne nous permet pas de le savoir. Oui, c'est vrai. Il faut quelque chose en plus pour aller chercher l'information. Mm. Et quand on comprend ça et qu'on l'extrapole après à tout le reste, pouf, ça donne un choc, mais je pense que c'est un choc qui est porteur. Je pense que c'est un choc qui est sain. OK? Parce que euh, la psychothérapie, du moins en Amérique du Nord, elle s'est beaucoup développée à partir, je dirais, peut-être des années 90, je vais dire un chiffre comme ça, Mm. sur le modèle médical. Et puis, on a mis énormément d'énergie et je me souviens, ça a été un moment que j'oublierai pas. C'était en 2016 et Pierre et moi, on avait présenté pour la première fois au Congrès de l'Ordre des psychologues du Québec sur la thérapie de la cohérence et la reconsolidation de la mémoire. Il y avait 200 personnes, plus de 200 personnes. Il y avait du monde debout derrière. Ça avait été la fascination à l'époque. Et on avait ramassé nos petites affaires et puis on s'en allait prendre l'escalier roulant pour sortir du centre des congrès. Et on est passé près de deux psychologues, dont un assez connu au Québec, qui avait été conférencier cette journée-là. Et juste le temps de passer derrière eux, je l'ai entendu dire à l'autre, mais quelque chose comme ça, dans ce style-là. Mais tu sais, de toute façon, si tu n'as pas un bon diagnostic, ça sert à rien. Tout repose sur le diagnostic parce que si tu n'as pas le bon diagnostic, tu n'appliqueras pas le bon protocole. OK? Et ça, c'est le cœur du modèle médical. Mm. Et Complètement. ça fonctionne très bien en Mm. médecine. Hein? Effectivement, c'est logique. Si tu n'as pas le bon diagnostic, tu vas pas faire le bon traitement.
OK? Et encore, ça se discute. Enfin, ça dépend sur. Non, mais si tu es sur une médecine symptomatique, en effet, Mhm. ça marche bien. Mais si tu es sur une médecine holistique, c'est-à-dire qui s'intéresse à pourquoi ce symptôme il est là, pourquoi il a raison d'exister, ben Mhm. peut-être que, effectivement, mais pardon, je t'ai coupé du coup. Ben oui, mais c'est OK. Mais, et là, je trouve que, mais ça, c'était en 2016. Là, maintenant, on est presque 10 ans plus tard et je pense que les choses ont bien changé depuis. Évidemment, il y a encore tout un pan de la psychologie qui fonctionne encore selon ce modèle et ça a sa place. Mm, OK? Je pense que dans certaines réalités de travail, ça a sa place que de fonctionner comme ça. mm, Mais je pense qu'on a évolué un minimum depuis ça. C'est important de pouvoir quand même avoir une capacité diagnostique. D'ailleurs, on s'est tellement battu pour faire reconnaître ça. mm, Quand j'ai commencé à travailler, il fallait encore que j'écrive opinion diagnostic dans mes rapports parce que j'avais pas le droit de poser un diagnostic. Éventuellement, c'est devenu reconnu, mais mm, c'est frustrant quand tu as fait plus d'années d'études même que les psychiatres, bien souvent. OK? Tu as fait plus d'années d'université et tu n'as même pas le droit de diagnostiquer une dépression. Je veux dire, hey, oh, OK? Donc, c'était frustrant. Donc, c'est une habileté clinique qu'il faut maîtriser. Il faut apprendre à faire ça, il faut faire un bon différentiel, il faut avoir un jugement clinique, OK? mm, Mais de penser que ça règle tout et que c'est le gros du travail, après, suffit juste d'appliquer une recette et ça va bien aller. Je te vois, ouais, voilà. Donc, là, on a dépassé ça. et oui. Et je pense que c'est pour le bien de nos patients qu'on a dépassé ça. Mm, Et tant mieux. Mais ça demande à ce moment-là des habiletés autres que celles de poser un diagnostic rigoureux, démontrable, et de connaître un protocole qui va avec ça. Et étape 1, 2, 3, 4, 5, séance 1, séance 2, on va faire ça. Et c'est très rassurant, mais voilà, il y a des désavantages à fonctionner comme ça, comme on le sait tous les deux. ouais, ça va faire après une bonne transition pour justement parler un petit peu des différentes approches et de ce qu'elles créent dans le cerveau. Mais juste avant de faire cette transition, ce dont tu viens de parler aussi, ce dont on vient de parler, ça me renvoie aussi beaucoup à la discussion que j'ai eue avec Franck Ramu, donc c'est le podcast, le dernier podcast que j'ai diffusé là, qui est, lui, il n'est pas psychologue clinicien ou psychothérapeute, donc il est chercheur en sciences cognitives, il a un peu un parcours atypique, il est vraiment dans la recherche fondamentale et clinique. Et, Mhm. euh, euh, et donc, son grand dada, c'est d'essayer de défaire justement tous les mythes autour de la psychologie et de la psycho de l'éducation, parce qu'il est notamment spécialisé dans la dyslexie, dans le langage oral et la dyslexie. Et enfin, ce que je retiens beaucoup de ce podcast, et ça rejoint ce qu'on est en train de dire, c'est la notion de scepticisme, en fait. Je crois que c'est hyper important, surtout comme tu dis, dans cette dynamique d'être dans le soin à la personne et de pouvoir donner notamment bah, le meilleur le meilleur qu'on puisse faire, c'est de garder cette notion toujours cette notion de scepticisme dans la tête. J'ai l'impression que c'est ça aussi qui nous fait avancer, cette capacité à voir les limites, à pas s'aveugler, tu vois, parce que oui, parce que enfin, je pense que toi et moi, on a été, en tout cas nous, au niveau de la TCC, on nous a un peu vendu ça comme le fait qu'on allait être tu vois, les number one, tu vois, en France, Le parce que golden standard. c'est ça, les, Mhm. les fameux standards, mais euh, il faut avoir l'honnêteté de dire à un moment, ouais, ben, pourquoi chez celui-là de patient, ça a super bien marché, et c'est chez celui-là. Ça marche, mais ça n'a pas du tout le même effet. Pourquoi chez celui-là, quand quand on a fait cette restructuration cognitive, il y a eu un insight énorme, ça a complètement bouleversé les choses. Et chez lui, bah, il continue à se battre avec ces deux idées dans la tête et ça a rien de fin. Et du coup, ça modifie peu ou pas la symptomatologie, ou en tout cas, ça la diminue, mais ça la transforme pas complètement. Et d'avoir ce scepticisme. Et moi, je reviens, je me suis lancé un petit peu, ça y est, dans cette
bataille parce que j'ai découvert que la psychanalyse est encore très présente en France. Enfin, je le découvre encore, tu vois, parce que je suis presque étonné, parce que je pense que je vis dans un microcosme un petit peu de personnes motivées par autre chose. Mais là, je tombe de ma chaise quand je vois des personnes qui ont aucun scepticisme vis-à-vis Mm. d'une approche qui non seulement théoriquement est pas fondée, mais qui est ultra floue, même maintenant sur les concepts théoriques, sur les concepts cliniques. C'est hyper flou sur qu'est-ce qu'on fait dans la séance, pourquoi on le fait de cette manière. Mhm. Deux séances de psychanalyse vont pas du tout être menées de la même manière et c'est parfaitement OK. C'est parfaitement, et là, on se dit, mais waouh, enfin, le processus, il n'est pas du tout identifiable. Non. Enfin, Non, non. L'acte est devenu protégé au Québec, l'acte de psychothérapie, on a resserré la vis au niveau de la tenue de dossier. Et là, justement, les psychanalystes qui résumaient leur séance à une phrase, il a fallu leur expliquer que c'était pas une note d'évolution. hmm, Ils n'étaient pas capables de rendre compte de leur séance de manière structurée. ouais. Ça rejoint exactement ce que et je pense que ça fait encore partie du cours. Fallait suivre un cours obligatoire sur la tenue de dossier pour rafraîchir un peu les connaissances et tout ça. Vraiment, ils ont resserré la vis justement pour aller rechercher ces personnes qui pratiquent depuis 30 ans, 40 ans, qui sont plus jamais fait superviser, qui sont dans leur cabinet à faire ce qu'ils ont toujours fait, et puis personne vient les embêter, mais personne vient regarder non plus ce qu'ils font. Donc, ça a permis de détecter des choses et puis resserrer le niveau de pratique que de faire ça. Et je suis bien contente. Ce qui est assimilable du coup, à une doctrine et à une secte, parfois, c'est que dès que tu vas pointer une limite qui est vraiment mais objective, en fait, c'est même plus une limite subjective ou une limite qui vient à vouloir critiquer pour critiquer, une limite objective, à dire, mais quel est le processus? Comment on peut garantir qu'on va arriver vers ce processus? Comment vous fonctionnez, etc. Tu parles de la tenue de dossier. À chaque fois, il y aura un argument qui tombe un peu du ciel pour te dire, mais c'est normal, si je commence à tenir mes dossiers, je vais perdre la notion, je sais pas quoi, de l'inconscient, ou tu vois, je vais... Et ils vont toujours trouver un truc, tu vois, pour retomber sur leurs pattes, comme des chats, justement, mais qui n'a aucun sens, enfin, qui n'a aucun, au niveau Mm, épistémologique ou scientifique, qui n'a aucun sens ou aucune validation. Donc c'est vrai que c'est, euh, c'est pas taper sur une pratique ou une théorie pour le plaisir de taper dessus. C'est plutôt se dire, mais exactement ce que tu viens de dire, c'est dans le désir de donner le meilleur soin possible aux personnes, euh, laisser parler une personne pendant 1 heure sans intervenir, ne pas guider un processus, ou guider un processus avec de l'association libre, c'est-à-dire où on va s'éloigner du symptôme et on peut complètement partir à l'autre bout de la planète, et alors qu'on partait d'un symptôme et d'une demande précise. Enfin, tout mm, ça, c'est assez dingue de ne pas avoir de scepticisme, un minimum de scepticisme sur ce genre de pratique. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça commence à à relever, pardon, presque du domaine de la secte, tu vois, où, mm. Ma métaphore va peut-être être un peu bizarre. Tu me diras si ça marche ou si ça marche pas, mais ce que ça m'inspire, ce que tu dis, c'est que ce serait un peu l'équivalent d'être physiothérapeute et puis ou kiné, puis laisser le patient rentrer dans la salle de physio ou de kiné, puis de le laisser un peu libre de jouer avec les machines. Et puis de jouer avec les ballons, puis les poids, puis je vais juste le valider. Puis, mais s'il y a une blessure à tel muscle, tel ligament, etc., c'est important de pouvoir savoir exactement, ben, on est ici pour avoir quel impact, c'est mesurable comment on va s'y prendre, pourquoi tel mouvement, pourquoi telle charge, pourquoi tel angle, etc., pourquoi tant de répétitions versus, etc. Donc, c'est sûr que c'est pas dans le tangible et dans le concret comme la physio ce qu'on fait, mais je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire avec ça. complètement. Puis quand même, comme tu dis aussi, il y a cet intérêt de se savoir, effectivement, un physio, un kiné.
bah, quand il va agir, il va sur une tendinite, il va appliquer de la charge et puis à telle intensité parce qu'il sait ce que ça va faire sur le tendon. Et là, quand Mhm, tu parles aussi bah, de ton intérêt à savoir bah, qu'est-ce qu'on sait qu'on peut produire dans le cerveau de la personne, en tout cas les hypothèses actuelles, les plus actuelles possibles de ce que ça va produire dans ses mhm, patterns, dans son cerveau, dans ses mhm. neurones, ses synapses. Mais c'est vrai que ça revient un petit peu à parler de ça, ouais. Oui, et ce dont on ne parle pas assez, justement, selon moi, et c'est sous-entendu dans ce que tu soulèves, Mehdi, mais j'ai bien envie de le mettre bien en avant, Vas-y. c'est que à force de fonctionner justement avec un golden standard, donc un standard en psychothérapie qui relève du changement incrémentiel, c'est-à-dire des pourcentages d'amélioration. On s'est habitué à ça, et le public aussi, comme si c'était la norme. Mm, Comme si aller chez le psy, ben, ça fait partie des soins comme l'esthétique ou le sport ou bon ben c'est quelque chose. C'est normal que ça dure dans le temps. C'est normal que ça dure pendant de nombreuses années avec peu ou pas d'amélioration concrète, outre que se sentir réconforté, avoir l'impression qu'on se mobilise, qu'on fait quelque chose, qu'on est compris, qu'on est vu, qu'on est reçu, etc. Ça a un impact sur la santé psychologique, mais justement, ça a un impact incrémentiel. C'est un pourcentage d'amélioration. mm, Mais maintenant qu'on sait que le changement transformateur existe, c'est-à-dire qu'on peut faire cesser un symptôme, parlons-en de ça. J'ai hâte que le public exige des différents thérapeutes ce type de changement, ouais. sachant que c'est possible pour la limace de mer jusqu'au crabe, jusqu'à l'humain, qui est très, très complexe, d'avoir ce type de transformation dans son système nerveux. Quand il s'agit de schémas, bien entendu, donc tout ce qui est appris et non pas ce qui est génétique ou ce qui est médical, mais vraiment ce qui est appris. Il faut tenir compte de ça parce qu'on parle d'avoir un regard critique, on parle d'avoir, mais encore faut-il avoir des repères qui font la différence entre ces deux types de changements thérapeutiques. Et comme on le dit, il y a des contextes où on ne peut pas viser des changements transformateurs parce qu'un travail en profondeur n'est tout simplement pas possible dans ce contexte clinique et donc il en faut des méthodes, des outils et des protocoles qui vont fonctionner avec de l'incrémentiel. On n'a pas le choix. Mm, Il en faut parce qu'il y a des situations qui l'indiquent tout simplement. Si on pense justement à la gestion de crise, c'est pas le moment de commencer à creuser. Et puis, quand on voit le patient pour seulement quelques séances, on lui rendra pas service en commençant quelque chose qu'on n'est pas certain de pouvoir finir. Complètement. OK? Donc, il faut une panoplie, il faut tout un éventail de méthodes et de techniques. Mais faisons la différence entre les deux et sachons que pour nos patients qui viennent chercher un service de psychothérapie, nous, on est dans la position où on peut choisir de leur offrir des méthodes et des interventions qui sont faites pour les pourcentages de changement, donc un peu moins anxieux ou beaucoup moins anxieux, beaucoup moins dépressif, mais pas plus dépressif du tout. Le Mm, symptôme n'a pas cessé, il faut encore le gérer, il faut s'en occuper, il faut appliquer des techniques. Et ça, ben, ça aussi, mais je dirais que ça date aussi de la psychanalyse, hein. Depuis le début, on s'explique aussi ce qui ne change pas c'est la faute au patient. Hein? Le patient est résistant, le patient est évitant, le patient est en défense, le patient n'a pas fait ses exercices. Et s'il les avait fait plus, mieux, etc., ben là, ça fonctionnerait. OK? mm, Donc ça aussi, ça jette de la poudre aux yeux. C'est un gros écran de fumée, ça. Et j'ai carrément quelqu'un à mes débuts qui est venu en supervision à partir de l'acte. Donc, il avait fait son tour aussi, deuxième vague, troisième vague. Et il m'a dit, moi, j'en ai marre de voir mes patients revenir au bout de 6 mois. Et puis, j'en ai marre d'avoir toujours raison avec mes patients.
de leur répéter. Donc, c'est le principe hein, de la distorsion des pensées irrationnelles, etc. Donc, et il en avait marre de tout ça. Il voulait autre chose comme réalité de pratique et il voulait offrir quelque chose d'autre aux gens. Donc, je dirais, quand on est critique par rapport à nos pratiques, il faut maintenant parler de l'éléphant dans la pièce, là. Et c'est un gros éléphant dans la pièce. Ouais. Euh, c'est pas, c'est, et moi, je me permets d'en parler justement parce que il n'y a pas de secte associée à ça. C'est quelque chose de neurobiologique qui est inné à toutes les espèces. C'est la façon dont la mémoire fait sa maintenance. C'est la façon dont la mémoire se met à jour, point. C'est pas une approche, c'est pas une culture, c'est pas un groupe et c'est pas un courant en psychothérapie. Donc, je me permets de parler de cet éléphant-là en sachant que je ne prêche pour aucune paroisse en faisant ça, parce qu'il y a plein d'approches qui permettent de travailler comme ça maintenant. Ça s'est développé et puis maintenant, on a le choix, on peut appartenir à plein de communautés de pratiques différentes et travailler comme ça sur le système nerveux. Mais soyons lucides, soyons à jour, soyons clairs sur le fait que comme psychologue, psychothérapeute, même coach, etc., il faut être conscient qu'on on a ces deux impacts possibles sur le système nerveux, qu'ils sont biologiquement distincts, qu'ils sont mutuellement exclusifs. Ça veut dire que je ne peux pas faire l'un si je fais l'autre. Point. Donc, on a un choix à faire et une éducation à avoir. Et c'est dommage que les universités soient tellement en retard pour la plupart que toutes ces choses-là, il faut les apprendre après nos études. Mm. Autant oui, j'ai eu des connaissances et des habiletés inestimables qui m'ont été transmises par l'université, mais pour tout ce qui est du processus de reconsolidation thérapeutique dont on parle ici, ben, j'ai tout dû faire ça, Mm. entre guillemets, moi-même, et non dans un cursus académique. Donc, j'ai dû faire ça comme professionnel. Mm. Et on l'entend de plus en plus, les jeunes diplômés, ils souhaitent en fait encore au Coherent Psychology Institute. J'en ai eu un qui me disait, j'ai l'impression de faire mon université maintenant. Mm. J'aurais aimé ça, faire ça pendant mon parcours universitaire plutôt que d'être obligé de un peu recommencer après avoir fini. OK? Ouais. Même si ça garde les choses stimulantes, intéressantes, etc. Il faut quand même recommencer à zéro sur bien des choses quand on fait ça Mm. et réapprendre, désapprendre plein de plis thérapeutiques qui ne nous serviront pas pour les Mm. raisons que j'ai évoquées, parce que biologiquement distincts et mutuellement exclusifs. Donc, il faut désapprendre des réflexes cliniques pour pouvoir bien travailler pour le changement transformateur. Mais bon, je pense que ça vaut le coup malgré tout, hein. J'ai pas, je suis pas revenue en arrière depuis et ça fait depuis 2014, donc c'est quand même, me connaissant, ça va. J'aurais changé depuis longtemps si ça avait dû être le cas. Oui, mais toujours avec ce scepticisme aussi. Mais juste avant pour bien que les auditeurs puissent comprendre, parce qu'on on a basculé rapide, enfin un peu peut-être rapidement pour certains et certaines d'entre eux, entre la différence donc, entre ce qu'on appelle un changement incrémentiel ou correctif et un changement transformateur. Donc ce fameux changement transformateur s'appuie sur le processus de reconsolidation thérapeutique de la mémoire. Et donc on va en parler un petit peu, on va continuer d'en parler. Mais en tout cas, la thérapie de la cohérence, notamment aujourd'hui, c'est c'est la seule psychothérapie qui suit avec grande précision et qui s'est appuyée avec grande précision sur ce processus-là. Et donc les changements incrémentiels et correctifs, là on fait référence au TCC, quelle que soit la vague de TCC notamment, mais aussi à d'autres approches finalement. Donc quand tu parles aussi de psychanalyse, etc., c'est finalement on va amener de l'amélioration du symptôme. Mais c'est vrai que même souvent, beaucoup de psychanalystes ou d'autres approches vont dire bah, le but, ça va être d'apprendre à vivre avec ce symptôme ou à vivre avec ce, 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 ce sac à dos, quoi, qui est parfois compliqué. Et donc juste pour que les auditeurs qui sont pas tout à fait au clair avec ça puissent bien faire les différences. Et donc c'est assez rigolo parce on met quand même dans le même paquet maintenant psychanalyste et TCC, mais
Ouais, tout ça pour en revenir au scepticisme et que même en pratiquant la reconsolidation, enfin, que ce soit toi ou moi, je sais qu'on a des fois des discussions autour de ça, on continue à remettre en question, ben, tu vois, dans cette phase, comment on peut l'améliorer. Là, c'est limité. Enfin, effectivement, quand on parle de résistance, c'est toujours en fonction d'une quelque chose qui est cohérent et construit, le fait que le patient résiste. Mais je trouve que c'est ce que tu as dit juste avant, je trouvais ça vraiment, je trouve que ça mérite aussi de s'arrêter dessus. Quand tu dis les différences entre une approche incrémentielle ou autre finalement, ou slash autre, et une approche basée sur la reconsolidation, où effectivement, euh, tout repose un peu, on a l'impression beaucoup sur le savoir du thérapeute et finalement sur les inadaptations du patient. Là où quand on travaille en thérapie de la cohérence, ou peut-être dans d'autres formes de psychothérapie, mais je ne les connais pas, on va plutôt être sur cette notion anthropologique et phénoménologique, tu vois, de se dire, bah, ah non, en fait, c'est le patient qui sait tout, et nous, Mhm, on vit d'un processus qui est par contre, contrairement à la psychanalyse ou même aux approches psychodynamiques, lui est très pensé et on le voit. On a 8 pages de compétences cliniques dans notre curriculum pour travailler sur la thérapie de la cohérence, extrêmement précises à mettre en place à des instants très précis et extrêmement réfléchis et pensés. Et comme tu parles souvent de précision chirurgicale, moi je parle de haute couture. On pourrait aussi, je crois qu'une fois tu avais parlé aussi de piloter un avion. Enfin, ça demande des heures et des heures et des heures pour apprendre à piloter et à savoir quoi faire, à quel moment, pourquoi, en fonction de quels paramètres. Donc on mhm, ne fait pas n'importe quoi quand on fait de la thérapie de la cohérence. Et mhm, moi, peut-être j'aimerais t'entendre parler. Donc, pourquoi pas continuer à parler de la différence aussi entre TCC et thérapie de la cohérence ou incrémentiel, sage correctif et transformateur, mais aussi il y a, ou alors tu me diras s'il faut que j'aille faire une psychothérapie sur ce sujet. Ça m'agace aussi de voir les psychanalystes ou certains psychodynamiciens nous dire qu'on n'a rien inventé. En fait, mhm, ça, on le sait depuis longtemps. Ça, de toute façon, le fait que le symptôme est relié à une réalité inconsciente, on le savait depuis longtemps. Ah, mais le fait de réaliser la fonction de ce symptôme, ben oui, forcément, ça provoque des transformations. Enfin, c'est très agaçant de voir des personnes dire, en fait, que les résultats qu'ils ou elles ont eus sont souvent en fait fortuits et accidentels, comme le mhm. dit Rossecker, mais que eux continuent non pas ce scepticisme justement sur leur approche, et de continuer à penser que ce qu'on fait nous, c'est bon, bah, c'est qu'une redite finalement de la psychanalyse ou des approches psychodynamiques. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Je répondrais qu'on les a en supervision, ces gens-là, et qu'on les voit bien patauger. On les voit bien patauger. Pour revenir à l'éléphant, je veux dire, on est dans la métaphore des personnes avec les yeux bandés et l'éléphant. C'est que tout le monde avait raison. La TCC avait raison au niveau de l'apprentissage, tout ce qui est le symptôme appris. Oui. Donc, ils avaient dans le mille depuis le début. Mm. OK, Complètement. à divers degrés. On peut pas dire que Skinner, avec tous ses défauts, j'aime bien le docteur Brian Hare qui travaille sur la cognition canine, qui l'appelle le Darth Vader de la psychologie, D.F. Skinner. Mais bon, pour toutes les critiques qu'on pourrait lui faire, euh, je veux dire, il avait une partie de la réponse. C'est la même chose pour les psychanalystes. OK? J'ai en souvenir, honnêtement, une réunion de service pendant mes années de travail en oncopsychologie où il y avait quelqu'un du département de psychiatrie psychodynamique qui avait présenté un cas clinique d'une patiente, je crois, avec un trouble de la personnalité limite. C'était absolument magnifique et pertinent. La description qui avait été faite des dynamiques de cette personne, c'était extraordinaire. C'était un bijou au niveau clinique. OK? Donc, encore une fois, pour cette partie-là de l'éléphant, c'est merveilleux. OK? Mm. Les capacités, les habiletés, la finesse, etc. OK? Mais pour ce qui est de tout ce volet-là, au niveau psychodynamique, au niveau psychanalyse aussi, ben le gros problème, un des gros problèmes, c'est l'interprétation, comme on le sait.
c'est de miser, de mettre toute l'énergie clinique sur l'interprétation que le thérapeute va faire pour expliquer au patient ce qui se passe pour lui. Et le manque de structure, le manque de cadre et le manque de précision au niveau des expériences très, très ciblées qu'il faut faire vivre au système nerveux pour qu'il ait son déclic. Mm. Parce que moi, je comparerais l'association libre ou je comparerais l'espèce de rythme qu'on a dans l'intervention psychodynamique ou psychanalytique à la pratique de la pleine conscience. C'est que tu es là, t'attends, peut-être que les petits fils vont se toucher, il va y avoir l'étincelle, mais là, c'est vraiment un coup de dé si ça se produit parce que on ne le guide pas spécifiquement. Mm. OK? Donc oui, oui, ça peut arriver, mais là, on est dans l'accident heureux, effectivement. On est dans l'accident heureux. Euh, donc ça, c'est un des gros, gros problèmes avec cette façon de fonctionner parce que on l'a vu entre autres avec c'est toujours mon exemple, ce sont les passagers du commandant Piché, j'oublie le numéro de vol pour faire exprès, mais c'est 203, je crois, passagers membres de l'équipage qui ont perdu leurs deux moteurs au-dessus de l'Atlantique, qui ont plané sans moteur pendant à peu près 20 minutes, qui se sont posés aux Açores suite à une manœuvre. Ils ont fait un 360 et puis ils ont réussi à se poser. Tout le monde a survécu. Bref, ils ont tous vécu le même trauma au même moment. On les a étudiés, ces passagers-là. Ils n'ont pas tous développé un PTSD, par exemple, un trouble de stress post-traumatique, déjà. OK? Pourquoi? Ben justement, c'est là où c'est cette espèce de côté très, très critique, très curieux. Mais pourquoi? Comment ça marche? Comment on s'explique ça? Mm. Puis même ceux qui ont développé un trauma, OK, un stress post-traumatique, ben, ils ont pas la même interprétation, ils n'ont pas la même compréhension, ils n'ont pas la même empreinte dans leur mémoire émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un passé avant cet événement-là Mm. qui teinte forcément ce qui s'est vécu et qu'est-ce que la mémoire va retenir. Mm. OK? Ça, Et ça, on ne peut pas le savoir d'avance. Mm. Si je peux faire juste une parenthèse sur ça, mais vraiment par rapport à ce que tu dis, justement, c'est aussi le piège qui peut naître du fait de travailler avec une théorie dans la tête. Si Ouais. j'ai la théorie de l'attachement, si j'ai la théorie du développement psychosexuel, si j'ai la théorie des signifiants de Lacan ou je sais pas quoi, Mhm. je vais toujours interpréter le fait qu'effectivement, le symptôme est vécu de cette manière parce que. Alors Ouais. qu'en réalité, C'est le billet de confirmation, ça. c'est ça. Alors qu'en réalité, ce que tu décris, c'est vrai déjà. Donc, sur 200 personnes vivant le même événement, on va pas avoir déjà les mêmes personnes qui ont développé un seuil symptomatique. Mais même chez les personnes qui ont dépassé ce seuil symptomatique, ça va pas se manifester de la même manière. Et puis, en mettant en place les mêmes protocoles, c'est parce que les mémoires émotionnelles ou ce que ça vient interpeller en termes de mémoire émotionnelle, c'est très singulier à chacun sans que ça ait un rapport forcément avec des pulsions ou des désirs refoulés, sans que c'est forcément un rapport avec l'attachement ou les attachements précoces, sans que c'est forcément un rapport avec les mots ou les... Bon, bref. Et ça, je Ah voulais oui. faire pour faire le lien avec ce qu'on a dit avant, que c'était ça, je trouve que ça faisait bien le lien et c'est hyper intéressant. Pardon, je t'ai Mhm. coupé du Ah coup. non, 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 ben il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, c'était pour parler justement de l'interprétation et comment ça peut après nous faire tourner en rond cliniquement. Euh, Pierre aime bien donner cet exemple où, parce que lui, il a quand même 50 ans de pratique maintenant, donc il a passé par toutes les phases. Il a commencé par la psychanalyse, OK? Donc, il a vu l'évolution du domaine sur plusieurs décennies de pratique et il se souvient d'un moment où il avait fait une superbe interprétation, il était certain que ça avait eu un gros impact sur la personne et puis la séance d'après, la personne n'avait même plus de souvenir de ce qu'il avait dit. Évidemment, c'est juste une anecdote clinique, mais euh, je, je- voilà, quand on additionne toutes ces anecdotes cliniques, ben on voit qu'il y a réellement des limites à ça. De la même façon qu'en TCC, on se repose sur la psychoéducation. OK? Et là, c'est une forme, si on veut, c'est une variante ou c'est une cousine de l'interprétation.
OK? C'est-à-dire qu'on explique au patient, on se positionne dans un statut d'expert et on soigne en donnant une information, en donnant des explications, etc. Et on espère que l'expérience de recevoir ce contenu va être thérapeutique. Et là, ben, il faut notre œil critique pour se dire ben, jusqu'où il va aller l'impact thérapeutique et à quel point il est reproduisible vraiment quand on le mesure à l'échelle du changement réellement transformateur, pas que incrémentiel. Et c'est là où on voit une énorme, énorme différence entre les deux. Donc tu expliques bien ça d'ailleurs que voilà quand on fait de la TCC ou notre approche, on crée un nouvel apprentissage qui est stocké dans une autre mémoire d'ailleurs et même ailleurs dans le cerveau. Et donc cet autre apprentissage, il va être en compétition avec l'apprentissage qui produit le symptôme. Et donc finalement, l'aspect transformateur, c'est vraiment d'aller agir directement sur l'apprentissage qui produit le symptôme, et puis soit de le désactiver, ou en tout cas de lui faire vivre en tout cas une expérience qui ne permet plus d'exister par la suite. Donc vraiment de se transformer à la racine. Ouais, de se mettre à jour, de se réécrire littéralement, de se désapprendre. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai lu ce livre. En fait, c'était ça au final le déclic, c'est que en comprenant qu'il y avait cette option maintenant en psychothérapie que de provoquer le désapprentissage, des apprentissages devenus problématiques parce qu'ils produisent des symptômes qui nuisent au fonctionnement de l'individu, pour moi, il n'y avait plus de négociation après. Étant donné que j'étais dans un cadre de travail qui me permettait de travailler comme ça, on ne le rappellera pas assez, hein? Donc, c'est très important de toujours en tenir compte. Eh ben pour moi, le choix était très clair maintenant que je savais que j'avais cette option Mm. du désapprentissage durable au niveau vraiment synaptique, au niveau moléculaire. C'est possible de le faire, c'est démontré maintenant. Donc, voilà. Et peut-être expliquer quand nous on parle de changement transformateurs qui apparaissent de manière fortuite et accidentelle quand on fait de l'exposition ou de la restructuration, ou même effectivement de la psychoéducation. Parfois, le fait d'expliquer à une personne un peu comment marche la dépression ou comment marche l'anxiété, ça peut lui donner une information qui va venir peut-être, de manière fortuite et accidentelle, ben, répercuter sur peut-être une notion qu'elle avait d'elle-même, peut-être d'inadéquation, de vulnérabilité excessive, puis de découvrir qu'en fait, non, c'est juste le cerveau qui fait ce truc-là, donc des fois, d'avoir accès à une nouvelle connaissance peut provoquer une transformation, mais ce sera effectivement fortuit et accidentel. Tu aurais des exemples, parce que je sais que tu donnes une formation à ce sujet à l'organisme SIPSI, justement sur les TCC, et comment on peut faire combiner, en tout cas comment on peut faire correspondre la TCC au processus de reconsolidation. Tu aurais des trucs à nous dire intéressants à ce sujet? Oui, je dirais, quand je parlais tout à l'heure que l'exposition in vivo, le protocole standard classique ne nous donne pas les moyens, d'aller vérifier quel type d'impact on a sur la mémoire Mm, émotionnelle de la personne. Donc, cette fameuse différence entre est-ce que je suis en train de lui faire apprendre un comportement d'approche mais sans changer l'apprentissage d'évitement, mm, ou est-ce que l'objet phobique change de sens, est perçu différemment par la personne? Et ça compte énormément. Ça, on n'en a pas parlé, mais pourquoi est-ce que ça compte? Pourquoi est-ce qu'on doit se préoccuper de ça? OK? On doit se préoccuper de ça parce que tant qu'on n'a pas désappris le modèle problématique dans la mémoire, il peut toujours s'exprimer. mm, Il est encore dans la mémoire et ça, moi, si j'entends encore, et ça, je vais le dire à tous les auditeurs, si j'en entends un encore me parler de la fausse loi de Hebb, What fires together, wires together, et de tout ce qui a été colporté qui est faux et archi-faux, sur le fait qu'en ajoutant des apprentissages désirés dans la mémoire et en les utilisant, en les répétant encore et encore, l'ancienne trace va mourir.
Un peu comme hein, on va créer une autoroute à côté du chemin, puis le chemin, ben, il va se recouvrir de mauvaises herbes, et puis après, il servira plus, puis il va disparaître. Je suis désolée, c'est bien romantique, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans le système nerveux. Mm. OK? Et qu'on arrête d'avoir cette pensée magique parce que et de s'expliquer la rechute par le fait que ben, vous avez recommencé à éviter, madame. Si vous aviez affronté les araignées, hein, c'était toujours le laïus que je donnais à la fin de chaque suivi avec les patients. Il faut surtout pas recommencer à éviter, madame, parce que vous allez rechuter. Ben, bien sûr, parce que l'apprentissage n'a pas été modifié dans sa mémoire. Donc, il peut reprendre le dessus. Mm. OK? Donc, ça compte parce que, de un, ça va avoir un impact énorme sur les risques de rechute de la personne, mais aussi si la trace est encore intacte dans sa mémoire, le modèle problématique qui est derrière les symptômes de la personne, mais ça veut dire qu'elle va, d'une manière ou d'une autre, devoir composer, gérer, surmonter, lutter, des fois, avec l'expression de ce modèle à chaque fois qu'il est activé dans son système nerveux. Alors que on a l'option d'aller mettre à jour et réécrire cet encodage directement dans la mémoire émotionnelle. Maintenant, on sait la recette, on sait comment faire. Depuis 20 ans qu'on sait comment faire ça. OK? Euh, la différence, c'est qu'une fois que c'est réécrit, c'est le nouveau normal. Mm. Alors, il n'y a plus rien à gérer, il n'y a pas d'outils à avoir pour pouvoir maintenir les résultats. Les personnes vraiment ont d'autres réflexes, ils vont avoir d'autres réactions. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres perceptions. Pourquoi? Parce qu'on a changé le modèle dans leur mémoire qui construit leur perception Mm. de contexte, de stimuli, etc. Mm. Et on est allé vraiment intervenir à la source en intervenant sur la mémoire émotionnelle elle-même, sur l'apprentissage émotionnel lui-même. Mm. Alors, ça fait une différence énorme sur l'après-traitement pour les gens. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de s'en préoccuper de manière très rigoureuse. Puis là, en parlant d'exposition, ça me fait penser que tous les travaux menés en reconsolidation de la mémoire chez l'animal, notamment, reprennent, entre guillemets, au départ des procédures d'exposition, mais avec des conditions, des paramètres, justement, vont être appelés protocole exposition ou justement désensibilisation. Et puis, Extinction. Ouais. extinction, ouais, voilà. Et puis, protocole mémoire, reconsolidation de la mémoire avec voilà, des schémas différents qui montrent bien que des symptômes disparaissent, enfin, en tout cas des schémas, des patterns de peur peuvent complètement disparaître chez un groupe d'animaux et puis chez l'autre va persister malgré le fait qu'il y ait une extinction ou même parfois une injection de propanolol parce que ben, les étapes n'ont pas été respectées de la reconsolidation. Donc tout ça, ça le montre bien. Ce à quoi ça me faisait référence que tu dis aussi, et j'ai trouvé ça assez chouette par contre de la part notamment des thérapeutes ACT comme Stephen Hayes ou Benjamin Schundorf plus récemment. Donc, je sais, il parle pas précisément de processus de reconsolidation de la mémoire, mais déjà, je trouve qu'initialement, il y avait ce modèle, comme tu dis, humaniste et qui n'était plus mécanique dans le sens où on s'intéressait plus trop au diagnostic en thérapie ACT. Donc ça, je trouvais ça déjà intéressant sur l'aspect déjà diagnostic. Mais finalement, même ce qu'on dit là sur les cognitions, finalement, c'est ce que disait un peu Stephen Hayes aussi. Il disait, ben, les fameuses cognitions elles sont plus considérées comme irrationnelles, c'est les cadres relationnels. Et donc, le but de la thérapie, ça va être d'essayer de vivre avec ça. Et là où Benjamin Schandorf, je trouve, j'avais pu assister à une petite conférence qu'il avait donnée en visio il y a moins d'un an. Et aujourd'hui, les pratiques de la diffusion et les pratiques autour du soi observateur, il les axe vraiment sur la compréhension qu'il appelle la compréhension du soi concept. Tu sais, c'est le fameux soi qu'on va identifier. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, encore une fois, que Benjamin fasse partie aussi de ces psychologues qui ont une forme de scepticisme, tu vois, et qui a regardé un peu en arrière, parce que moi, il m'a formé en 2012 et 2013 et que je voulais travailler sur les pensées quand même des patients,
Il me disait, mais travailler sur le pourquoi des pensées, c'est comme si tu donnais une batte de baseball au patient et que tu faisais en sorte qu'il se tape la tête lui-même. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Non, il faut juste observer les pensées et puis c'est tout. Là, il a changé quand même je trouve qu'il a changé de process parce qu'il parle vraiment du fait de s'intéresser. Et ça reste effectivement un travail de diffusion dans une certaine mesure, mais toi, de dire, ok, mais pourquoi cette version de toi et d'où elle vient? Enfin, finalement, d'aller comprendre les cadres relationnels, parce que finalement, si on suit la théorie des cadres relationnels, c'est ça. Elle explique bien comment le soi-concept s'est créé. Ben, il faut aller chercher une fois de plus, les éléments cohérents qui font que la personne, elle arrive à penser, ressentir ce genre de choses dans ce genre de situation. Et il Mhm. explique effectivement bah, ce genre de travail de diffusion que nous, on peut affilier à une partie de la thérapie de la cohérence, c'est-à-dire les étapes de découverte et d'intégration notamment, vont permettre à la personne, au plus elle va comprendre pourquoi elle fonctionne de cette manière, d'où est-ce qu'elle a appris ce pattern, et elle va se confronter dans la réalité peut-être avec une autre information contradictoire qui va désactiver ce pattern. Benjamin expliquait un petit peu ça. Donc ça, je trouvais ça quand même intéressant. Il y a des ponts peut-être qui vont pouvoir en tout cas se créer entre certains praticiens et praticiennes, tu sais, de TCC et, euh, et les pratiques de reconsolidation. Peut-être. Peut-être. Souhaitons-nous-le. Mais je te dirais, tu voulais un exemple, ben voilà un exemple, c'est-à-dire que toute intervention qui permette vraiment d'aller mettre des mots sur la perception construite qu'a une personne, la perception qui vient de modèles de la réalité euh, et qui vont générer sa perception, donc sa réaction comportementale, émotionnelle, etc. Et ça l'acte le fait très très bien, on part du principe que ce n'est pas pathologique, c'est cohérent avec la personne, même si ça nuit à son fonctionnement des fois de manière désastreuse. Il ne faut pas confondre les deux, OK? Euh, donc, c'est pas parce que c'est cohérent que c'est fonctionnel, hein, au sens large du terme. Mais quand on s'intéresse à ça et qu'on va vraiment, et ça, l'acte est génial avec tout ce qu'il y a comme outil d'ouverture, slash acceptation, diffusion, pleine conscience, etc., soit observateur et tout ça. Donc, mais encore faut-il guider l'attention du patient pour aller jusque-là. OK? Et c'est ça le piège encore de la TCC, où est-ce que on s'intéresse à modifier le comportement, mais on va pas chercher ce qu'il génère assez creux derrière. On parlait de la psychanalyse psychodynamique tantôt. Eux, ils vont trop creux, et bien souvent. Il Oui, faut oui. les arrêter de creuser parce que on veut aller plus loin, plus loin, plus loin. C'est ce que Bruce appelle justement la découverte à l'horizontale, hein. C'est-à-dire on a touché la racine, mais là, après, on se promène dans l'univers de signification de la personne à l'infini, alors qu'on pourrait procéder à la transformation. Mais bon, pour en venir à notre exemple, c'est que quand on s'intéresse à ça, on s'intéresse à vraiment voir exactement sur quelles règles, par exemple, la personne pense que le monde fonctionne, que le soi fonctionne, que les relations interpersonnelles fonctionnent, et qu'on le rend très explicite pour la personne, que la personne peut vraiment l'habiter, l'intégrer, le ressentir comme étant, oui, ça m'appartient, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Une partie de moi est vraiment convaincue que ça fonctionne comme ça, le monde, la vie, etc., ben, dans 50% à deux tiers des cas, c'est pour ça que ce sont des beaux accidents dans ce cas-là, c'est que, il y a d'autres connaissances, d'autres expériences qui sont de manière très précise contradictoires à ce que le modèle anticipe ou prédit par rapport à la réalité, il va s'activer en même temps parce que le cerveau, il se rassure avec la cohérence. Il aime quand les choses sont fluides, sont bien lisses, etc. Donc, quand il y a un truc qui dépasse, il y a un truc qui va pas, Pierre aime bien dire le Père Noël ne peut pas exister et ne pas exister en même temps.
Donc, je suis convaincue que c'est le Père Noël qui m'a remis mes cadeaux sous le sapin tout à l'heure. Et puis là, je tombe sur Tonton Gaston qui est en train d'enlever le costume dans l'autre pièce 10 minutes plus tard. Et là, mon cerveau est dans cette posture où le Père Noël peut pas exister, ne pas exister en même temps. Et ça a le potentiel, c'est pas automatique, mais ça a le potentiel de déverrouiller les synapses du modèle ou de déverrouiller le modèle. Et ça le rend vulnérable à une réécriture. C'est pas réglé encore. OK? Euh, mais quand on reste à cet endroit-là et qu'on répète cette juxtaposition entre les prédictions du modèle et ce qui est en train de contredire très spécifiquement et très viscéralement ces prédictions dans une autre partie de la réalité ou de nos connaissances, mais vraiment nos connaissances vivantes, nos connaissances expérientielles. Là, à ce moment-là, ben, il y a possibilité d'aller réécrire le modèle comme ça. Et donc, c'est intéressant quand ces accidents se produisent parce que là, on réunit, Mm. souvent sans le savoir ou de manière fortuite, les étapes du processus de reconsolidation thérapeutique. La différence avec les thérapies qui sont vraiment lucide et informé et explicite sur le processus de reconsolidation thérapeutique, ben là, c'est qu'on va chercher à le provoquer de manière très systématique et très explicite et très claire et très rigoureuse. Donc là, et très volontaire. C'est ce que je cherchais, c'est que là, on va pas chercher un accident, c'est qu'on va vraiment le produire volontairement. C'est le but de chaque séance que d'appliquer ces étapes. Mais de manière accidentelle, oui, ça, c'est une façon de le faire très définitivement. Ouais. Là, je vois, et puis c'est que ça me fait penser effectivement à deux exemples dont j'avais envie de parler, mais en tout cas, c'est ce à quoi je forme mes trainees, mes formés en thérapie acte notamment. Je leur apprends quand même à toujours aller où est-ce que vous avez appris ça, cette information sur vous-même. Juste de poser cette question qui va faire générer d'autres cognitions et du coup de pouvoir les observer, juste les observer. Après, voilà, je leur dis que s'ils veulent travailler en vraiment travaillant sur la reconsolidation, il faut qu'ils viennent en formation de thérapie de la cohérence. Donc on permet aux patients effectivement de comprendre pourquoi ils ont ce symptôme, à quoi il lui sert, finalement d'intégrer le pourquoi ils l'utilisent avec leur modèle de la réalité, puis effectivement transformation si nécessaire, étape de transformation guidée par le thérapeute si nécessaire, parce que c'est pas toujours nécessaire, comme tu viens de le dire. Ça peut aussi se passer naturellement, du coup, pour la personne, mais comment on guide des expériences déstabilisant le schéma de départ. Ça me fait penser qu'il y a justement des thérapeutes actes ou cognitivistes aussi même, hein, qui, finalement avec une attitude non corrective. Donc, et attention, je vais pas dire que c'est suffisant à provoquer de la reconsolidation, de la transformation, mais qu'en tout cas, à chaque fois que j'ai pu quand même percevoir certains thérapeutes cognitivistes qui ont une vraie curiosité de Mm. comprendre pourquoi la personne, elle pense ce truc-là et qu'elle va, comme ça, répertorier les pensées, les reformuler au patient, et puis, et quoi d'autre, et pourquoi, et quel est le lien de causalité. Et ils vont finir par faire aussi de la découverte, et parfois, effectivement, de manière accidentelle, mais plus ou moins accidentelle, finalement, parce que ça suit une phase de découverte un petit peu et d'intégration de la cohérence. Et je crois que c'est effectivement déjà un petit tip qu'on peut donner aux professionnels qui ne sont pas encore formés en thérapie de la cohérence ou aux approches de reconsolidation, c'est de ne pas chercher à être correctif sur le symptôme, mais plutôt à chercher à comprendre pourquoi la personne, elle voit, elle ressent et elle pense les choses de cette manière. Et d'avoir cette curiosité-là, sans même appliquer aucune technique encore de la thérapie de la cohérence, ça peut déjà amener, je trouve, vraiment une dimension très très soulageante pour le patient. Souvent, on a ces patients qui disent ah, ça me fait du bien de comprendre enfin pourquoi je fais ce truc ou je pense ce genre de truc, même si on n'a pas forcément résolu le symptôme ou le problème, mais déjà ce soulagement de le comprendre. Et Ouais. un deuxième, J'apporterais juste une mini nuance pour être sûr que le message passe bien. oui, Quand on dit pourquoi, comprendre pourquoi, s'intéresser au pourquoi, ça concerne pas que l'histoire de l'individu,
c'est pas tant ce qui lui est arrivé. C'est satisfaisant quand on peut savoir ce qui lui est arrivé par le passé, mais c'est plus qu'est-ce qu'elle en a appris. Et, mm, Qu'est-ce qu'elle a retenu? L'empreinte en mémoire émotionnelle, ça a été quoi? C'est en s'intéressant vraiment au sens, cette perception construite, le sens qui est donné. En anglais, ils ont le meaning making, hein, qui est ouais, un beau concept. Donc, vraiment, ce sens qui est construit et qui est apposé. Donc, quand votre compagne a levé le sourcil, quand elle a eu cette expression faciale à ce moment où ça vous a donné un coup dans le ventre ou dans le cœur, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? mm, OK, à ce moment-là, quand elle a dit ça ou quand elle a fait ça, quel message ça vous envoyait? mm, OK? mm, Ça vient des modèles en mémoire émotionnelle. Et c'est pour ça justement qu'on se retrouve avec les passagers du commandant Piché, par exemple, qui ont 203 expériences différentes mm, euh, euh, du même atterrissage forcé catastrophique aux Açores. OK? mm, Et donc, quand on s'intéresse au pourquoi avec la personne, ben, c'est juste important de bien s'assurer qu'on s'en va chercher cette information-là, mm, parce que sinon, ben, on en connaît un rayon sur ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a vécu, ce que ça lui a fait vivre, ressentir, etc. mm, Mais on n'a aucune information sinon sur qu'est-ce qu'elle en a retenu, qu'est-ce ouais, qu'elle a appris sur elle-même, sur la réalité, sur les autres, sur le pouvoir, sur l'amour, sur les règles de l'attachement, etc. Et il y a tellement de choses fascinantes à découvrir pour justement aller faire ressortir, rendre explicite cette cohérence de percevoir les choses ainsi, réagir ainsi, et ainsi de suite. Voilà, je voulais juste raison. que ça soit Cette, super clair. cette nuance, elle est hyper importante. Tu as raison de la préciser. Et d'ailleurs, ça a été, je crois que ça a été un point un peu clé d'une de mes supervisions avec toi à l'époque. J'avais dit, mais genre, je leur demande souvent pourquoi et d'où ça leur vient. Et tu m'avais dit, mais pourquoi tu fais toujours ça? Apparemment, ça n'a pas changé. Ça va. Mais en fait, tu as Je raison. sais que... Une métaphore qui est peut-être intéressante pour les auditeurs, c'est peut-être d'expliquer effectivement, en fait, on s'en fiche de savoir comment le dossier informatique s'est créé ou Ouais, l'intérieur s'est créé. Ce qu'il faut aller chercher, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui est le plus voilà, important. Et même si la personne n'arrive pas forcément à le relier à un événement ou une multitude d'événements ou à un cheminement ou un process construction d'événements, c'est juste d'avoir accès effectivement à ça. C'est ça qui est important, de comment elle perçoit le monde en profondeur et effectivement de proposer ensuite, soit elle-même, elle va générer d'autres modèles qui invalident celui-là, qui désactivent celui-là, soit nous, on va guider la personne à faire émerger cet autre matériel. Mais effectivement, il y a c'est important, c'est vraiment une nuance qui est importante à préciser pour pas que les personnes se fassent une idée de la thérapie de la cohérence que comme un modèle qui vient aller creuser l'histoire ou faire un rewind, tu vois, une oui, oui. rétrospective voilà, de l'histoire. Rétrospective, oui, voilà, voilà, tout à fait. Oui, 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 c'est pour moi très important parce que dépendant du courant dans lequel on vient, mais ça, je vois beaucoup ça chez les Américains, avec tout le courant à EDP, hein? Comment tu te sens, le ressenti, Oui, oui, l'émotion, oui, creuser sur l'émotion, puis toujours les questions extrêmement larges, OK? Euh, euh, qui invitent beaucoup la pleine conscience de l'émotion. oui, oui. Et c'est facile de passer à côté de ces informations-là qui pourtant changent tout parce que l'émotion, elle est déterminée par le modèle sous-jacent. Mm, S'il n'y avait pas un sens qui était donné à la chose, il n'y aurait pas d'émotion. mm, Même quand c'est pas un sens très élaboré, OK? Quand il y a une réaction, quand il y a une émotion, il y a un sens qui est donné aussi rudimentaire, futile. Donc, s'intéresser au sens construit, c'est selon moi le cœur d'une bonne intervention en thérapie. Et peu importe la méthode
qu'on utilise, le paradigme, la théorie de l'esprit, d'où ça provient. Mm. Quelqu'un qui fait bien ça, avec ses propres outils préférés, avec lesquels il ou elle est à l'aise, c'est optimiser vraiment le soin qu'on offre. Mm. Ce sera une belle conclusion. Mais franchement, c'est ultra frustrant parce que, mais je nous fais confiance, mais là, j'ai presque encore 2 fois 2 heures de podcast qu'on va pouvoir faire parce qu'on n'a pas énormément parlé de la thérapie de la cohérence, on en a parlé, mais c'était hyper riche parce que je pense que pour beaucoup d'auditeurs, d'avoir un témoignage du tien, notamment de voilà, comment déjà la trajectoire, puis comment on arrive vers la reconsolidation de la mémoire, comment on différencie ces deux approches. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, notamment beaucoup de nos supervisés, qui seraient intéressés, peut-être qu'on poursuive nos échanges, mais voilà, je te tiens pas en otage. Mais j'en serais ravie qu'on poursuive nos échanges. Effectivement, le sujet est tellement vaste, il y a tellement de couches, il y a tellement de niveaux à ça. Je pense que c'est quand même bien d'avoir eu ce préambule pour pouvoir en arriver à Oui. définir ça. Ouais, Mm. et je pense que ce sera quand même toujours, en tout cas, merci, ça va être très précieux pour beaucoup d'étudiants, étudiantes, professionnels, jeunes professionnels et même ben, les personnes qui pratiquent, voilà, qui ont nos âges ou plus, pour avoir voilà, un peu une idée déjà de la trajectoire que tu as pu avoir et puis des, des fameuses différences qu'on fait et qui sont à faire, à notre avis, dans la psychothérapie entre différentes approches. Et bah, enfin, ce que je retiens quand même, c'est la qualité du soin que tu veux offrir aux personnes, quoi. C'est vraiment ça qui te guide avec ce scepticisme et cette rigueur permanente. Donc, Mm. c'est très Surtout, intéressant. Mehdi, surtout, Mehdi, tu vois, parce que ça aussi, pour moi, c'est très libérateur. Tout à l'heure, j'avais parlé de cette image, et elle est réelle, hein, de la réunion de service avec les psychodynamiciens d'un côté, les TCC de l'autre, hein, puis ça se regarde en chien de faïence, puis ça se méprise, hein. Ça se méprise mutuellement, etc. Et puis bon, et puis les deux, trois indécis au bout qui veulent pas prendre de camp. Mais je pense que maintenant, avec les avancées qu'on a faites en psychothérapie, les avancées aussi qu'on a faites au niveau des actes protégés, au niveau de tout ça, je pense que on avait parlé justement des fameuses approches intégratives avec 400 systèmes et plus de psychothérapie. On a tellement de choix, on a tellement de chaussures qu'on peut essayer, donc on peut faire tellement de combinaisons et puis, à force de se former et de s'intéresser et de lire, on peut en venir à distiller notre propre approche et puis on n'est plus confiné à des catégories opposées. Je trouve que ça a décloisonné quand même notre domaine. Autant que ça a pu semer la pagaille aussi, d'avoir autant de modèles, et puis des fois, c'est simplement le même truc, mais avec un ruban en plus, on s'entend. OK. Donc, mais quand même, ça a eu cet effet, selon moi, de décloisonner notre domaine et puis au moins amoindrir. C'est sûr que là, comme toi, je suis dans un microcosme, je suis dans mon bureau privé, je me frotte plus. Quoiqu'avec quand même les formations qu'on donne, mais je sens plus autant cette espèce d'effet de camp opposé et qui a raison, hein? Qui détient la clé de la psychologie, de l'humain, du bon soin, etc. Qui a raison et donc qui a tort, hein? Et puis il y avait des arguments de chaque côté. Il y avait bon, et ça faisait pas ressortir le meilleur de l'humain, on s'entend. Mais là, tu vois, c'est ça qu'il y a de beau et d'extraordinaire avec le processus de reconsolidation thérapeutique, c'est que, étant donné que ça appartient à aucune approche, étant donné que ça appartient au système nerveux lui-même, qui ne se préoccupe absolument pas de l'étiquette qui est mise sur la technique qu'on est en train de lui faire vivre et traverser, euh, euh, eh bien, on a vraiment réellement
une opportunité de se retrouver sur un terrain neutre et de pouvoir discuter à ce niveau-là. Et puis après, on a des communautés, on a des vocabulaires, des terminologies, des images, des métaphores, des outils, qui nous sont très chers. On aime travailler comme ça, on Mm. se comprend, ça nous réconforte, etc. Il n'y a aucun problème. Mais il y a ce processus qui est vraiment méta à tout ça et que personne n'a inventé. Ouais. Personne. Mm. OK? C'est là depuis le début. OK? On l'a juste rendu explicite. OK? C'est là depuis le début. Et je pense que ça peut faire un grand bien justement à notre domaine que de savoir que on peut tous parler le même langage si on parle à ce niveau-là Ouais. du système nerveux et de la mémoire émotionnelle et que on a tout avantage, selon moi, à apprendre à se rencontrer à cet endroit-là, Mm. parce qu'après, justement, il n'y a plus de qui a raison, qui a tort. C'est toi, comment tu le fais. Ah, c'est intéressant, j'ai envie d'essayer. Toi, comment tu le fais, puis toi, comment tu le fais. Mm. OK? Et là, ça devient en fait une espèce de buffet à volonté, la psychothérapie. Puis pour des gens comme toi et moi qui aimons quand même être stimulés, essayer des choses, pas toujours manger la même chose à tous les repas. Donc là, ça devient rafraîchissant et puis excitant d'être dans notre domaine et puis on n'est plus dans des trucs Mm. qui a raison, qui a tort, justement. Et là, je trouve que là, ça crée un contexte beaucoup plus sain, beaucoup plus intéressant pour notre domaine. Ah, t'as trouvé Voilà. le moyen de faire une meilleure conclusion que la première en plus. Tant mieux. Yeah. Ouais, je suis super content. Bah, Moi écoute, aussi. en tout cas, merci. Je ne sais pas si je l'avais dit au début, mais le podcast s'appelle Les Mentors de la Psy. Donc, je te considère vraiment comme tel, comme quelqu'un qui est pionnière dans tellement de choses, mais au niveau de la reconsolidation et de la thérapie de la cohérence. Donc, à la fois pour moi-même, mais pour énormément de monde aussi, ça je le sais, pour sûr. Donc, merci beaucoup d'avoir contribué à ça et puis merci d'avoir pu faire cet épisode avec moi. C'était super cool. Merci, Mehdi. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ok. J'arrête l'enregistrement, on se retrouve juste après.